Alors, je vais de partager cet écran. Ouais. Voilà, c'est parti. Donc, à peu près. Donc, je suis Romain Julliard, je suis écologue au Muséum national d'histoire naturelle et je m'intéresse à ce sujet des certificats biodiversité comme un mécanisme de financement depuis quelques années en collaboration avec des collègues de la FRB et de Carbone 4. Et donc, l'idée ce soir, euh, c'est de vous faire part de mon expérience, de mon aventure d'écologue dans ce nouvel univers que je découvre, passionnant, et d'aboutir à un peu où on en est. Dans ce projet, j'essaie de masquer, voilà, pour que la salle. Très bien. Donc, voilà, je commence par cette diapositive hein, qui est un peu comment on se pose la question dans ce consortium de recherche. Comment développer un mécanisme qui permette d'avoir des fonds supplémentaires pour la conservation de la biodiversité, des fonds qui aillent des acteurs privés vers les acteurs de la conservation, qui sont ceux dans notre projet. Ces acteurs, c'est ceux qui sont en place, ceux qui agissent, et les agriculteurs, les forestiers, ceux qui sont dans les réserves naturelles, dans les parcs nationaux, etc. Alors, le projet, il s'inscrit aussi dans ce sujet un peu certificat qui a émergé à la COP 15 hein, de 2022. Euh, En tout cas, sous ce vocable Biodiversity Credits et qui est inscrit noir sur blanc dans une cible, une des 23 cibles, la cible 19 du cadre mondial sur la biodiversité, hein, ce Global Biodiversity Framework. Associé à cette estimation que pour atteindre les objectifs de ce cadre, il faudrait augmenter les financements biodiversité qui vont vers la biodiversité à une hauteur de 200 milliards d'euros par an, de dollars, bon, c'est pas différent, d'ici 2030, et dont une partie significative doit venir du privé. Et donc, appel à développer ces mécanismes de financement basés là-dessus. Donc, c'est un peu je dirais, le pendant de notre feuille de route recherche qui est inscrit dans cette cible 19. Et donc, c'est comme ça qu'on a monté ce projet que je vous ai dit, Certificat pour la biodiversité, qui est financé par le fonds de dotation du muséum, donc via du mécénat d'entreprise, et qui regroupe ces trois partenaires qui sont un peu chargés très complémentaires, ça me bien. Et je le dis en fait pour un peu déminer ma présentation et ma posture. C'est un projet de recherche. Nous, on réfléchit, on essaye de produire des idées, des cadres, des réflexions, des outils, mais on n'a pas vocation, nous-mêmes, Muséum, FRB et Carbone 4, à participer directement à ce mécanisme de financement. On n'est pas là ni pour acheter ou vendre ou certifier des actions de biodiversité. Alors, de quoi on parle quand on parle de certificat biodiversité? Tu me reprendras, Alain, ensuite. C'est ma façon de l'appréhender hein, et ce que je partage un petit peu. Euh, eh ben, il y a des actions qui sont mises en place pour la biodiversité et il y a un certificateur qui vient vérifier ce que ces actions ont produit des effets et crée un certificat de ces actions. Et ça devient un mécanisme de financement si il y a des acheteurs qui récupèrent ces financements, ces certificats moyennant finances et que ces finances, du coup, cet argent va financer ces actions. Donc ça, c'est je dirais le côté très élémentaire de la définition d'un certificat. Et cet acteur économique, pourquoi il va acheter ce certificat? Ça veut aller lui permettre de faire une allégation. L'allégation, c'est un terme et voilà, un claim. Je revendique le fait que grâce à mon argent, il y a eu des actions favorables à la biodiversité.
Et à ce moment-là, une fois qu'il a fait cette revendication, il n'y a plus de certificat, il a plus c'est sa fin de vie. Tant si quelqu'un l'utilise pour dire grâce à moi j'ai fait quelque chose, le certificat a fini sa vie. Et pourquoi il fait ça? Ben c'est pour sa réputation. L'acteur économique, alors la réputation elle va se valoriser dans des différents sur différents registres, hein, enfin, voilà. Et c'est en quelque sorte sa réputation, elle va dépendre de la crédibilité associée à cet certificat, parce que si c'est n'importe quoi, bah, il ne peut pas asseoir sa réputation sur un certificat qui n'a pas de crédibilité. Et là aussi, on retrouve un cadre pour cette réputation dans la cible 15, cette fois-ci, du cadre mondial, qui est un peu une incitation aux acteurs économiques à rendre compte de leurs impacts, leurs efforts sur la biodiversité, et entre autres, enfin, dans le cadre là, qui s'est traduit par des lois qu'on appelle devoir de vigilance en France, CSRD en Europe, en tout cas des cadres de choses comme ça. Donc il y a une des voies dans lesquelles peuvent être utilisés ces certificats, où ils vont être donner un sens aux acteurs économiques, c'est finalement d'utiliser ces certificats pour rendre compte d'une partie de, de la dépendance, impact et effort des acteurs économiques en faveur de la biodiversité via ces certificats. Donc il y a un cadre qui s'organise et qui peut donner sens à ces certificats. Alors quand on parle de certificats biodiversité, une des raisons pour les appeler comme ça, c'est de se distinguer implicitement des crédits carbone, qui est un peu le précédent, qui est un peu le précédent ce qui inspire ou qui, d'ailleurs, Biodiversity Credit, hein, qui est la manière dont c'est aussi ça. Alors là, c'est vraiment, encore une fois, très élémentaire par rapport à la profondeur de ce qu'on peut tirer de l'étude du marché du crédit carbone. Les points pour moi qui sont importants, c'est que il y a voilà le marché de carbone fonctionne. À nouveau, c'est cette idée de crédibilité de ces crédits, donc d'intégrité, comme c'est le mot qu'on emploie, et qui va dépendre de trois propriétés. Une qu'on appelle l'additionnalité, c'est-à-dire est-ce que ces crédits sont quelque chose, ou ces certificats sont quelque chose de supplémentaire à ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu ce mécanisme de permanence, c'est-à-dire ces actions. Alors c'est pour le carbone, on voit bien s'il y a des crédits carbone, il faut que le carbone il soit séquestré, évité, ou voilà, il faut qu'il reste durablement loin de l'atmosphère. Et puis un troisième point qui sont les fuites. Alors les fuites, ça veut dire est-ce que l'action qui a été mise en place localement ne se traduit pas par un report d'une action négative ailleurs? Si on plante une forêt pour faire de la séquestration de carbone, si ça conduit à couper une autre forêt à côté, le bilan sera négatif. Alors pour la biodiversité, on peut faire un petit peu, ça serait à creuser cette comparaison. En gros, l'additionnalité, elle se traduit un peu de la même façon, hein. C'est le même terme qu'on peut utiliser pour dire est-ce qu'une action favorable à la biodiversité qui est très certifiée est bien additionnelle sur ce qui existe? Est-ce qu'on n'est pas en train de payer deux fois la même chose, voilà, une mesure Natura 2000 et puis qui serait déjà financée, puis qu'on refinancerait encore. La permanence, c'est un petit peu plus compliqué enfin, sur la biodiversité. Alors, il y a une partie qui est très similaire, une partie de la biodiversité qui est très similaire quand on a de la biodiversité très remarquable, très spécifique, je ne sais pas, une vieille forêt. Bah, une vieille forêt, il faut qu'elle reste vieille pendant longtemps. Si on la coupe, elle est plus vieille. Donc la permanence ici, elle a le même sens que le carbone. Et quand on est dans une logique plus de fonctionnalité de la biodiversité, la permanence, elle se pose à d'autres échelles que le site où il faut qu'on soit dans une mosaïque, il faut qu'elle soit fonctionnelle, etc. Donc c'est pas forcément la même chose. Et la fuite, c'est aussi, elle se traduit de la même façon. Si
modifie des pratiques agricoles pour faire plus de biodiversité et que ça conduit à intensifier ailleurs l'agriculture, bah c'est un problème. C'est un peu plus complexe parce que une molécule de carbone, qu'elle soit émise là ou émise là-bas, elle a le même effet sur le climat. Si on protège les alouettes ici et que ça se fait au détriment des orang-outans à Bornéo, euh, ça impose un dilemme, mais on a quand même peut-être envie de protéger les alouettes. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que c'est complexe. Bref, tout ça, il faut l'avoir en tête si on veut faire des certificats. L'autre retour d'expérience sur le crédit carbone, qui est assez, voilà, c'est cette tension qui peut exister entre, je dirais, le mécanisme financier qu'il y a et l'intégrité de ces crédits. C'est-à-dire qu'on va vouloir que ces actions génèrent le plus de crédits pour aller avoir le plus d'achats, etc. Et on sent, on devine qu'il y a là des tensions qui peuvent exister, qui ont conduit à ces procès en financiarisation. Voilà, des investisseurs vont se dire, bah, il y a des moyens de faire de l'argent en vendant des crédits carbone sur cette forêt, du coup je l'achète et je vends des crédits carbone plutôt que de faire du bois ou autre chose dans cette forêt. Donc, on a une logique qui est déplacée de ça. C'est des procès, moi je les recense un petit peu là-dessus. Et puis, dernier point qui est important, enfin, qui me semble important dans le contexte, c'est est-ce que finalement ces crédits carbone participent à leur fonction qui est de décarboner nos sociétés? Et là, c'est assez douteux. En tout cas, on peut se dire qu'il y a des risques assez forts que finalement la décarbonation, elle permette de compenser des émissions de émissions et que au mieux, elles maintiennent un espèce d'état. Et au pire, parce que la compensation, c'est toujours moins efficace que l'évitement, elle, voilà. Ça, c'est un autre procès qui est un peu spécifique au carbone, mais qui est très prégnant dans, dans ces cas. Du coup, comment s'en sortir avec ça? Avec ce lourd, comment j'ai appelé ça, le fardeau réputationnel des crédits carbone, quand on commence ça. Donc là, tout ce que je vous ai dit jusque-là, c'est plutôt ma perception un peu de l'état du sujet. Et à partir d'ici, c'est la proposition auquel on aboutit et comment finalement cette proposition qu'on propose d'explorer plus avant. On a appelé ça des certificats biodiversité territoriaux, des contributions territoriales biodiversité. Et, euh, et donc elles partent d'une hypothèse de demande donc des acheteurs de certificats ou des financeurs de certificats qui viennent de l'attachement des acteurs économiques, des entreprises pour leur territoire, qui peut prendre pour différentes raisons. Les acteurs économiques, l'entreprise peut être attachée à son territoire, elle peut avoir sa chaîne de valeur, c'est-à-dire que les agriculteurs c'est une entreprise de l'agroalimentaire, les agriculteurs dont elle dépend sont dans ce territoire et donc elle est attachée à ce territoire, une sorte de matérialité de cet attachement ici. Ça peut être des aménageurs, ils construisent des routes ou ils implantent des centrales photovoltaïques et donc du coup c'est des acteurs du territoire, ils vont le transformer, et ils y sont attachés d'une manière un peu différente. Ou tout simplement, ils ont leur siège social et leur emprise, leurs collaborateurs, et donc ils ont aussi cet attachement. Et pour toutes ces raisons, ils peuvent vouloir accompagner la biodiversité dans ce territoire. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans tous ces cas de figure. Et c'est très myriade d'exemples de ces entreprises qui ont ces intérêts à grande ou petite échelle. Ils vont mettre des ruches, ils vont aller accompagner les agriculteurs dont ils dépendent, ils vont financer une asso ou la création d'une mare ou une réserve naturelle, faire du mécénat, voilà, etc. Et donc il y a plein de cette action ici. Et un des constats, c'est que là aussi, on peut en les écoutant,
c'est que ils se confrontent assez vite à la complexité de cette biodiversité. Et comme ils ont envie de bien faire, d'être efficaces, que leur argent et leur investissement soient utiles, ils se disent comment rendre efficaces toutes ces actions. Et une des solutions, c'est qu'elles soient cohérentes. Donc ça, c'est la côté demande. Et côté offre, je l'ai un petit peu déjà dit, il y a déjà plein d'acteurs qui sont organisés, et notamment des acteurs qui ont une compétence un peu transversale ou d'organisation d'actions plus locales. Ça peut être des collectivités, hein, en France, c'est assez, enfin, les régions ont cette compétence. Ça peut être les agences régionales de biodiversité, quand elles existent, les parcs naturels régionaux qui ont aussi une autre organisation de collectivités qui organise ça, des réserves du biosphère, tu vois, tout ça, voilà. Des organisations qui ont finalement une compétence un peu transversale et je surprendrai personne en disant que c'est pas des acteurs qui sont très puissants ou qui ont beaucoup de. Enfin, c'est assez variable d'un jour à l'autre, mais en tout cas, ils manquent à peu près tous de financement pour mettre en œuvre leur projet. Et ce qui est important, et ce qui les définit ici dans cette c'est qu'ils ont une compétence un peu transversale sur tous les leviers d'action en faveur de la biodiversité. C'est pas que de la conservation, ça peut être aussi de la transition agricole ou de la restauration. S'occuper un peu de tout. Ils ont cette vision un peu transversale sur les sur la biodiversité. Et finalement, notre proposition, c'est de travailler vraiment sur l'articulation entre cette demande des acteurs économiques qui sont attachés à leur territoire et ces acteurs de la biodiversité territoriaux qui portent c'est la pierre angulaire de la proposition, une stratégie territoriale de biodiversité. Une stratégie, c'est de dire d'être capable de prioriser, de définir qu'est-ce qui est prioritaire à l'échelle du territoire en termes d'action sur la biodiversité. Quels sont les enjeux dans le secteur agricole, dans le secteur forestier, en termes de restauration, en termes de conservation? Où sont les priorités? De telle sorte à ce que on puisse finalement certifier des actions qui sont jugées prioritaires par cette stratégie. Donc ça, c'est le point important, sélectionne les actions qui contribuent à cette stratégie, qui sont... Et du coup, pour les acteurs économiques, ça rend un cadre très simplifié en quelque sorte, puisqu'ils n'ont qu'à faire confiance ou s'adosser à cette stratégie pour obtenir ces certificats, les acheter et donc financer cette stratégie. Donc c'est un petit peu le modèle auquel on aboutit, qui est comment ces certificats de biodiversité territoriaux ces contributions, peuvent servir un peu d'échange entre ces acteurs économiques des territoires et ces actions biodiversité. Et, et voilà. Alors on peut remettre tout ça finalement dans un cadre un peu plus large je reprends donc le GBF, le cadre mondial, l'effort mondial. Finalement, on peut voir ces certificats comme comment ces acteurs économiques contribuent à cet effort global. On peut interpréter tout le cadre mondial, cette analyse, cet objectif, comme la reconnaissance qu'on a une lourde dette envers la biodiversité, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les pressions, tout ce qui en la dégradation, que je dirais, qui continue. Et il y a aussi toute la dégradation passée dont on hérite. Et, euh, et l'effort dont il faut adresser, ça inclut ces deux composantes. À la fois ce qui, je dirais, les dégradations marginales qui continuent et celles dont on hérite et qui sont plus triviales. Et donc, un des points, c'est comment on définit cette contribution à cet effort des acteurs économiques. Et là, il y a un point très clé sur lequel je n'ai pas du tout de réponse, qui est
la juste contribution, et qui se décompose du coup un peu en deux composantes. Euh, L'efficacité de ces efforts localement, et puis comment elle contribue à cette stratégie territoriale, et comment cette stratégie territoriale est elle-même une déclinaison de ce cadre mondial. Euh, Peut-être que je peux te passer la parole à ce niveau-là. Hein, c'est pas mal. Voilà. Ah si, bah, pour terminer, donc ça je dirais, c'est le fruit de nos réflexions. On a, à partir de janvier environ, enfin, voilà, on est en train de boucler le plan de financement. On a convaincu deux régions en France, Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes, de, euh, de participer à la poursuite de cette réflexion, et donc de poursuivre cette recherche méthodologique un peu plus du terrain. Il y a aussi les PNR, les parcs naturels régionaux de Rhône-Alpes, et les conservatoires des espèces naturelles, les SEN, qui participent, enfin qui sont enrôlés dans ce projet pour poursuivre l'étude de cette opportunité, des freins, des leviers, de ce qu'il faut pour que cette idée continue à fonctionner. Donc on va creuser la question et voir si tout ça peut faire sens. Je m'arrête là. Hop. Une question de compréhension. De quelle biodiversité on parle? Est-ce qu'on parle simplement de la biodiversité mondiale ou de la biodiversité qu'on peut voir dans les sols ou ailleurs? Les programmes qui sont en cours s'intéressent à quelle biodiversité? Alors c'est la biodiversité qui est définie comme prioritaire localement. C'est-à-dire, selon les endroits, la stratégie biodiversité, elle va être plutôt orientée espèces remarquables, plutôt orientée fonctionnement de la biodiversité ordinaire. Donc, ça s'applique un peu à toute cette biodiversité. C'est pas que une liste d'espèces ou des espèces rares. C'est selon les cas, ça peut être ce qui est prioritaire localement. Dans ma proposition, hein. D'ailleurs, c'est un des. Voilà. Il y a une question en ligne, Alexandre. Oui, Ah, il y a une main levée. oui, bonjour. Bon, c'est peut-être un peu tôt dans la réflexion, mais l'impression que j'ai, c'est que plus il y a de la distance Donc, entre les Alexandre acteurs Trébouret, vous économiques avez et levé la la zone main qui est et concernée, je que ce donne la soit parole une aire quelques protégée instants. ou autre, moins ces acteurs vont être prêts On n'entend pas. à venir contribuer. Toi, il n'y a pas de son. Vous m'entendez? Vous m'avez entendu? Il faut s'en terminer. C'est moi qui ai coupé pour quand tu avais ton son. Alexandre, est-ce que vous pouvez reposer votre question, s'il vous plaît? On n'a pas entendu ici, là, à nos gens. Oui, oui, bien sûr, merci. Euh, donc, je disais peut-être que c'est un peu tôt dans la réflexion, mais j'imagine qu'il y aura une corrélation entre la localisation de ces acteurs économiques et la zone qui serait amenée à être financée par le biais de ces certificats. Plus ils sont loin, plus l'attachement au territoire sera faible. Et donc, c'est-à-dire que l'approche que vous proposez, elle doit être très ancrée dans un contexte comme pour des aires protégées à l'international qui dépendent parfois de crédits carbone. Comment est-ce qu'on pourrait organiser ce type de basculement du nord vers le sud dans la mesure où il n'y a pas ce type d'attachement?
Euh, ouais. Voilà, donc là, ça atteint un peu les limites de notre réflexion. C'est vrai qu'on est très biaisé métropole pour l'instant en termes de réflexion. Euh, et on voit que c'est vraiment clairement ce que vous avez énoncé comme cas d'usage, hein, c'est une limite du périmètre où notre proposition s'applique. C'est-à-dire les endroits où la biodiversité est la plus remarquable, où il y a le moins voilà, peut-être de pression, de choses comme ça, mais où il faut conserver et protéger. Euh, à distance de ces acteurs économiques, cette proposition est beaucoup plus, beaucoup moins adaptée, c'est sûr. Et peut-être que elle a encore des éléments de réponse là-dessus. J'en parlerai dans Voilà. l'intervention. Ok, merci beaucoup. C'est d'autres questions ici dans la salle ou cette première partie. On demande à Alain de prendre la place Oui. devant l'ordinateur. Peut-être plus sur la question. Ouais. Je vais laisser. Change de siège. Il va falloir que je réussisse à mettre mon PowerPoint. Alors attends, où est-ce qu'on partage l'écran? Oui, c'est là, d'accord. Et voilà. Bon, alors je vais raccourcir, donc je vais mettre tout de suite. Ouais, est-ce qu'on le voit? Oui, je pense. En diapo, oui. D'accord. Non, mais je vais laisser du temps quand même au débat. Globalement, bon, ça pourrait être plus long. Si vous voulez, en général, je commence par ça. C'est-à-dire, je commence par les crédits biodiversité dans le système de compensation. Parce qu'il existe des crédits biodiversité originellement qui sont des instruments de compensation qui sont liés à quelque chose qu'on appelle la compensation par l'offre. Et la compensation par l'offre, c'est né aux États-Unis. C'est un principe dans lequel, au lieu, comme en France, comme dans beaucoup de pays, quand la SNCF, par exemple, ouvre une ligne à grande vitesse, elle a un certain nombre d'obligations réglementaires qui sont effectivement de restaurer, enfin, la fameuse séquence éviter, d'abord réduire au maximum et ensuite compenser pour ce qu'on ne peut pas effectivement, ce qu'on ne peut pas éviter, ce qu'on ne peut pas réduire. Et tout ça est très régulé par des consultants, par des experts qui agissent au nom d'une autorité environnementale et qui donnent effectivement, qui disent effectivement, vous devez compenser en restaurant tel habitat similaire ou très proche qui habite le même type de biodiversité que celui que vous avez impacté négativement ou détruit en faisant votre ligne de chemin de fer. Bon, voilà. Ça peut aussi passer par de la conservation, même si c'est plus délicat, parce que la conservation, on ne sait jamais si c'est vraiment la conservation additionnelle ou est-ce qu'on est devant une conservation un espace qui de toute façon n'était pas menacé de conversion. Ça, c'est le plus connu, c'est la compensation à la demande. Je fais une remarque, c'est qu'il n'y a pas d'argent dans ce système. Enfin, il n'y a pas d'argent. S'il y a de l'argent, il y a des consultants qui sont payés, il y a la SNCF, mais il n'y a pas d'évaluation monétaire des services écosystémiques ou des habitats. On demande de faire ce qu'on appelle en anglais du like for like. Hein, c'est-à-dire qu'on demande effectivement de dire, vous avez détruit un espace effectivement qui abrite tel type de biodiversité, vous devez restaurer un espace. C'est vraiment, ça passe par des systèmes directs sans passer par la monnaie. Voilà. C'est différent avec la compensation par l'offre, qui est née aux États-Unis dans les années 90 avec les Wetland Banks et les Habitat Banks. Bon, on a en gros ce qu'on appelle des banques de compensation. Là, le principe est différent, et là apparaissent des crédits biodiversité, parce que à la compensation dans la demande, vous remarquez qu'il n'y a pas de crédit biodiversité. On n'en parle pas. Absolument pas. On parle simplement d'obligations de compensation en nature. Compensation par l'offre, apparaissent les crédits biodiversité. En ce sens que vous avez des banques de compensation, Wetland Banks ou Habitat Banks, etc., selon les États, etc., qui vont à l'avance, c'est-à-dire avant que les dégâts se soient matérialisés par des actions de construction d'infrastructures, vont mener des actions de restauration d'habitat, mener des actions de conservation
faire des contrats de conservation easements, c'est-à-dire des formes de paiement pour services environnementaux avec des propriétaires pour qu'ils conservent une zone humide, une forêt dans leur grande propriété, et qui vont ainsi générer des certificats biodiversité. Enfin, des certificats, génériquement, on les appelle certificats biodiversité, mais en fait, ce sont donc des unités de compensation. Unités de compensation, effectivement, qui sont spécifiques, c'est-à-dire qu'elles sont associées aux différents écosystèmes qui sont restaurés ou qui sont conservés. Donc, on ne mélange pas par exemple, les zones humides d'estuaire avec des unités de restauration de zones de montagne, de forêts de montagne, des choses comme ça. Donc, selon les États, selon les banques de compensation, il y a effectivement toute une série. C'est de la monnaie spécifique, si vous voulez, de la monnaie complémentaire, si vous voulez, c'est-à-dire que c'est pas fongible. Et ce système est extrêmement réglementé, même si les banques de compensation peuvent être privées ou publiques, il peut y en avoir plusieurs sur un territoire, et quand il y a les actions de construction d'infrastructures qui sont menées, ce sont les autorités environnementales américaines qui demandent et qui envoient pour ça des consultants qui sont mandatés, qui sont agréés par l'autorité, par l'État fédéral, quoi, en gros, qui disent vous avez détruit vous allez impacter tel habitat, vous devez acheter des crédits correspondant à tel habitat. Donc voilà. Donc vous devez vous adresser aux banques de compensation qui sont dans votre aire de service. Parce que c'est une deuxième caractéristique, c'est que ces crédits biodiversité, la compensation doit se faire localement. Alors localement, ce sont des aires de service. Alors je vais vous en montrer quelques-unes. Si on voit quelque chose, mais il y a le bandeau audio qu'il faudrait que j'enlève. Je ne sais pas comment on fait exactement. Ouais, c'est ici. Comment tu fais là? Bon, En tout cas, pour les personnes en ligne, c'est pas gênant. C'est pas gênant, ils ne voient pas. Bon, bref. On voit effectivement des aires de service effectivement en Californie, dans l'Iowa, en gros, un à deux départements français. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne fait pas la compensation, et ça va rejoindre la question qui a été posée. La compensation, elle est toujours locale. Ça, c'est une règle des compensations biodiversité, c'est que ça se fait on ne va pas compenser à l'autre bout, on ne va pas compenser effectivement à l'autre bout du monde, ou même à l'autre bout des États-Unis. Ce système est en train d'être introduit en France avec, disons, ce qu'on appelle les SNCRR, pour les sites naturels de compensation et de restauration, je ne sais plus quel est le deuxième R, restauration, bon, peu importe. Sites naturels de compensation et restauration qui s'inspirent de ce qu'on appelle la compensation par l'offre, effectivement, et qui vont mettre en place des systèmes équivalents où, par exemple, dans des parcs naturels ou dans des zones particulières, il pourrait y avoir création de crédits biodiversité qui pourront effectivement être proposés dans des systèmes de compensation. Donc c'est quelque chose qui émerge, hein, qui commence, il y en a très très peu pour l'instant. C'est restauration et conservation, enfin je ne sais plus, peu importe. Voilà, donc c'est quelque chose qui est né aux États-Unis, et là il y a des crédits biodiversité, mais il faut bien voir de quoi il s'agit. Alors maintenant, on a quelque chose qui est différent. Alors, on a aussi d'ailleurs, le Royaume-Uni introduit aussi ce système, et il introduit un système un peu hybride dans lequel effectivement, il peut y avoir des unités de biodiversité qui sont effectivement qui viennent d'obligations de surcompensation. C'est-à-dire que vous avez un système dans lequel vous devez compenser, les gens qui font des impacts doivent compenser effectivement à 100% leur impact, mais on peut générer des unités excédentaires si on surcompense. Si on surcompense, c'est-à-dire qu'on peut à ce moment-là, si on est un propriétaire foncier agréé, on peut vendre effectivement des unités et qui vont entrer dans le circuit, qui vont pouvoir être achetées. Bon, donc, et au Royaume-Uni, on doit surcompenser, c'est-à-dire que les gens doivent compenser non pas à 100%, c'est-à-dire 1 pour 1, mais à 110%, c'est-à-dire 1,1 pour 1. Donc c'est quelque chose qui est en train de se diffuser. Et là aussi, juste une remarque, il y a une pénalisation proportionnelle à la distance des actions de compensation, c'est-à-dire que plus vous compensez à distance, vous achetez des unités à distance, vous devez acquérir plus d'unités. C'est-à-dire qu'il y a là aussi une volonté de rester effectivement le plus local possible. Donc c'est en ça déjà que, si vous voulez, qu'il y a une différence entre ces fameux crédits biodiversité et les crédits carbone compensatoires. Parce qu'il y a cette question, il y a cette question d'échelle. Et cette spécificité également, c'est-à-dire que nous avons des crédits biodiversité qui sont spécifiques à certains types d'habitats et qu'on peut pas les mélanger. Vous pouvez pas effectivement compenser ce que vous avez fait dans tel habitat en achetant des crédits venant de la restauration d'un autre habitat. Donc c'est voilà. Bon. Après c'est plus ou moins strictement, ça dépend des pays. Alors maintenant,
de quoi est-ce qu'on parle? On parle de crédit biodiversité, ce qui est un très mauvais terme, mais Romain l'a déjà dit. Alors, il y a plein de gens parce que le terme de crédit est attractif, précisément parce qu'il y a cette image des crédits carbone, effectivement, qui se monétise très bien. Il y a des dizaines, effectivement, d'initiatives, ou voire dans le monde, qui vendent des crédits biodiversité sur le modèle des crédits carbone du marché volontaire. C'est-à-dire en disant, on fait des gains de biodiversité, où on protège, effectivement, donc on va vendre des crédits biodiversité. Mais attention, ces crédits biodiversité, et c'est même tout à fait admis c'est tout à fait déclaré par ceux qui promeuvent ces crédits biodiversité, ce sont des instruments d'abord tournés vers la contribution. C'est-à-dire ils ne sont pas explicitement, en tout cas, destinés à compenser des impacts qui seraient menés. En gros, c'est de dire, il faut financer un certain nombre d'actions en faveur de la biodiversité. Donc, on vend des crédits biodiversité comme on vend des crédits carbone, crédits carbone eux-mêmes, marché volontaire, qui sont ambigus parce que on ne sait pas très bien est-ce qu'ils servent à la compensation ou est-ce que ce sont des instruments de contribution. Il y a de plus en plus de gens qui disent, en fait, c'est de la contribution, ça s'appelle crédit, mais en réalité, c'est la contribution parce que de toute façon, on doit d'abord remplir ses obligations réglementaires et puis ensuite on peut aller plus loin pour être neutre carbone, mais neutralité carbone d'une certaine manière, c'est la compensation. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit finalement, alors certificat biodiversité ou certificat nature. Bon, alors nous, quand je dis nous, c'est un certain nombre de chercheurs. Et là, je fais référence à un travail que je mène avec l'UNESCO depuis maintenant un peu plus d'un an. C'est de travailler sur ce qu'on appelait un concept de certificat nature qui très clairement se situe dans le champ de la contribution et qui a pour but d'être des moyens de financer des actions, des projets ou des programmes qui vont engendrer des gains de biodiversité. Alors ces gains de biodiversité, attention, ils peuvent impliquer de la conservation, c'est-à-dire que si on reprend la discussion sur l'additionnalité, moi j'aurais quelques nuances avec autant, je pense que dans le système de compensation, l'additionnalité est absolument majeure, incontournable, que ce soit pour le carbone ou la biodiversité. On peut discuter après de est-ce que la compensation joue vraiment son rôle en termes de climat, etc. C'est un autre débat. On peut l'avoir si vous voulez, mais en tout cas, la question de l'additionnalité est absolument fondamentale parce que si ce soit de la compensation, un crédit carbone compensatoire, c'est un permis d'émission. Et donc, il faut véritablement que cet équilibre soit respecté. Donc, l'additionnalité est fondamentale. Pour moi, dans la contribution, on peut être plus souple. Il ne faut pas dire qu'on se désintéresse complètement de la question de l'additionnalité. Il faut mieux éviter les effets d'aubaine. Mais très clairement, le problème de l'additionnalité, si on le prend de manière très stricte, c'est que ça exclut des actions de conservation de gens qui ont déjà des pratiques vertueuses. Problème du label bas carbone en France. Label compensatoire qui, notamment pour les pratiques forestières, fait par des économistes, donc qui sont, comme moi, obsédés par l'additionnalité, comme tous les économistes, évidemment, pas de raison d'efficacité, et qui disent il faut qu'il y ait des changements de comportement, des changements de pratique, sinon ça veut dire que c'est le business as usual, c'est-à-dire en gros le bonhomme, le forestier qui a déjà de manière convaincue adopté des pratiques pour bannir les coupes rases, pour faire de la sylviculture très hyper sélective, etc., avec tout les meilleures pratiques qu'on peut avoir. S'il l'a déjà fait, il n'est pas éligible au label bas carbone. Par contre, effectivement, quelqu'un qui voilà. Et donc, en gros, donc les types disent, on se fout de notre gueule. En gros, disons que nous, on a pris tous les risques, on s'est engagé, on est pionnier, et puis vous nous dites maintenant que c'est notre business as usual. Voilà. Et en fait, il faudrait regarder l'additionnalité dans la contribution d'une manière un petit peu différente, c'est-à-dire d'essayer de regarder ce qui est un peu hors du commun, c'est-à-dire ce qui sort effectivement de l'état normal des choses. Et à ce moment-là, on pourrait réintégrer, disons, tout ce qui sont les pionniers et autres. Les pionniers, disons, dans le changement. L'autre point, c'est qu'il y a aussi, et ça va intéresser Acter, bien sûr, c'est finalement, les communautés, les groupes qui ont des pratiques qui sont des pratiques, effectivement, des modes de vie qui conservent les milieux naturels ou les forêts, par exemple. Si on prend une stricte définition de l'additionnalité, il y a quelques citations de Sven Wonder, qui est un des papes des PSE, justement, etc., qui dit, écoutez, ces gens-là, ils sont trop pauvres ou ce sont en gros des bons sauvages qui vivent en harmonie avec la nature, donc ils seraient pas éligibles, c'est pas additionnel, quoi, en gros. Donc voilà. Bon. Alors je sais pas s'il le dit de manière ironique ou pas, mais enfin bon, disons qu'il a écrit ça dans 3 ou 4 articles. Donc évidemment, il se pose une question. Si on est trop dur sur l'additionnalité dans la contribution, je pense qu'effectivement, là, on risque de rater ce qu'on veut faire et on risque d'exclure un certain nombre de choses qui mériteraient des financements, etc. Bon.
Pareil pour les fuites. Les fuites, je pense que, bon, là aussi, c'est peut-être un débat qu'il faudrait qu'on ait, mais je pense que la biodiversité, ça peut valoir pour le carbone. Bon, bah, le carbone, effectivement, c'est très clair. S'il y a des fuites, si on déplace le problème, on va avoir plus de CO2 dans l'atmosphère. OK. La biodiversité, il y a des biodiversités remarquables locales. Bon, et donc ça vaut le coup de les conserver malgré tout, même si il y a des pressions ailleurs dans d'autres écosystèmes, etc. Mais je dirais que c'est notre problème. Pareil pour la permanence. Enfin, pour la permanence, entre nous, je vois pas très bien. La permanence, c'est très important pour le carbone, pour la compensation, etc. Mais là aussi, je vois pas très bien comment on va faire. Si on est avec des instruments volontaires de contribution, si effectivement quelques années plus tard, il y a un changement de pratique dans l'écosystème, etc. Est-ce qu'on va demander à la firme qui a acheté, qui a mis dans son reporting annuel le fait qu'elle a contribué à des choses vachement bien, etc. Est-ce qu'on va lui demander de faire repentance? Enfin, bon, en gros, ça marche pas. Enfin, bon. Donc voilà, c'est différent. Donc c'est différent. Il faut effectivement le prendre en compte. Alors, l'autre point, c'est que à partir du moment où on est devant quelque chose qui s'appellerait, qu'on va appeler nous les certificats nature, je vous expliquerai pourquoi. Pour nous, il n'y a plus de limitation géographique. C'est-à-dire que si une banque japonaise veut financer un projet de conservation ou de restauration d'un habitat favorable aux lémuriens à Madagascar, il n'y a aucun problème. Au contraire, welcome. C'est très très bien. Et donc, c'est une différence avec la compensation. Voilà. Et ensuite, le financement peut être réalisé soit en relation avec les impacts négatifs dans une chaîne de valeur d'une entreprise. Par exemple, Nestlé, disons, peut être intéressé par financer des projets d'agroforesterie très avancés en Amérique du Sud parce qu'il fait beaucoup de son sourcing de café et de cacao éventuellement dans cette zone, ou ça peut totalement déconnecter de l'activité. Hein. L'exemple d'une banque japonaise qui va financer une aire protégée au Gabon, pourquoi pas, c'est totalement déconnecté, mais voilà. Ils font ça pour des raisons soit philanthropiques, soit pour des raisons de reporting, d'obligation de reporting avec, tu as cité la CSRD, des obligations de RSE, même si aujourd'hui on n'est pas en position très favorable, parce que vous savez qu'il y a un détricotage au niveau de l'Union européenne sur ces obligations, etc. Mais bon, globalement, il y a encore un certain nombre de choses. Et c'est une logique donc de contribution à un effort collectif. On peut penser aussi qu'on peut articuler ça éventuellement avec des choses. Il peut y avoir, pour susciter cette demande, une demande volontaire, elle ne va pas aller très loin, on peut essayer de trouver des moyens de susciter, disons, un certain nombre de choses. Par exemple, un collègue du GEF, dans une réunion à l'UNESCO, du GEF, c'est le Fonds pour l'environnement mondial, nous disait, regardez, au Royaume-Uni, il y a cette obligation de surcompensation, c'est-à-dire une boîte doit faire 100%, elle doit faire sa compensation, mais elle doit faire également, il y a 10% supplémentaires. Et est-ce que ces 10% supplémentaires, est-ce qu'une entreprise est-ce qu'un développeur, justement, qui fait un aménageur, ne pourrait pas avoir la possibilité, dans les 100%, il doit les faire sur son site, localement, etc., like for like, mais les 10%, est-ce qu'on ne pourrait pas les flexibiliser, c'est-à-dire de demander, de dire, il pourrait les réaliser en achetant des certificats nature ou certificats biodiversité éventuellement, qui pourraient se faire. Bon, pourquoi pas, ça pourrait être une idée. Enfin, pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais ça pourrait être effectivement un moyen, disons, de susciter une demande, c'est-à-dire avec l'aval, bien sûr, de l'autorité de régulation qui doit être obtenue. Et si demain, en France et dans les autres pays, on passe de la compensation à la surcompensation, ben, effectivement, ça donnerait une possibilité et ça pourrait créer une demande. On peut aussi créer une demande d'une autre manière. Hein. Créer une demande, c'est aussi jouer sur la fiscalité. C'est-à-dire de dire que, par exemple, les entreprises qui achèteraient des certificats biodiversité ou certificats nature pourraient tout simplement, disons, ça pourrait être déductible exactement comme quand on achète aujourd'hui, quand on achète quand on finance les restos du cœur, ben, vous avez 70% de déduction, etc. sur vos impôts. Vous pouvez effectivement déduire ça de vos impôts en partie. Donc, il y a toute une série de possibilités qu'on peut envisager pour ne pas laisser ça seulement dans le volontaire. Alors, sur les termes, bon, pourquoi est-ce qu'on parle de certificat? Parce que bien sûr, un crédit, ça suppose un débit. Donc, même si les gens disent oui, on parle de crédit, mais en fait, c'est de la contribution, oui, mais d'accord, mais c'est ambigu. C'est-à-dire qu'on préfère complètement sortir de l'ambiguïté et de dire nous parlons de certificat parce que c'est quelque chose, au moins ça clarifie les choses. Il ne s'agit pas de faire des mauvais procès en disant avec vos certificats à biodiversité, c'est des droits à détruire la nature parce que c'est ce qu'on entend en permanence, dans certains milieux en tout cas, sur la compensation, même si j'ai pas du tout le même avis. Mais en tout cas, ça permettrait de clarifier les choses et d'éviter les faux procès disons, qui peuvent être faits sur ce genre de choses. Euh, alors, il faut voir qu'il y a des initiatives comme l'IAPB qui avait été lancée par franco-britannique, hein, qui publie pas mal de choses sur un cadre pour des marchés de crédit biodiversité, par de crédit biodiversité hautement intègre, etc.
Donc, c'est des contributions fondées sur des preuves. Ça peut être de la compensation locale, c'est-à-dire eux ne distinguent pas. Ils considèrent que ce crédit biodiversité, leur crédit biodiversité, en tout cas, pourrait être versatile, être utilisé à la fois pour de la compensation ou de la contribution, etc. Voilà. Et c'est critiqué pour ça, parce que effectivement, là, ça apporte de la confusion. Là, il faudrait avoir de la clarté, parce que la compensation, d'abord, c'est local, c'est réglementé par le gouvernement, il doit y avoir de l'additionnalité, il doit y avoir une responsabilité juridique dans le temps. La permanence, effectivement, c'est important, hein. Aux États-Unis, les actions, les banques de compensation, elles doivent assurer au moins pendant 70 ans que si elles mettent un easement ou si elles font une restauration, il y a une responsabilité juridique et légale dans le temps, au moins sur 70 ans. Voilà. Et si une banque de compensation fait faillite, c'est l'État fédéral américain qui reprend les obligations de permanence de compensation. Donc tout ça est important. Et bon, donc à mon avis, il y a beaucoup de confusion dans la réflexion de l'IAPB, ou en tout cas, ils introduisent de la confusion dans quelque chose qui devrait être beaucoup plus clair. Alors, l'OBC à laquelle Organisation de ces certificats, disons, à laquelle nous avons contribué à la réflexion, Romain et moi, de cette organisation qui est basée à Paris, propose un terme de certificat biodiversité. Donc, c'est un certificat, on est tout à fait d'accord. Vous avez effectivement du point de vue international, je parlais des initiatives, vous avez des gros standards de certification comme Verra, grand certificateur carbone, qui a lancé un standard qui appelle ça le crédit nature, qui est plutôt tourné vers la biodiversité, mais qui dit que ce sera de la biodiversité, du carbone et du social, c'est-à-dire partage des bénéfices avec les communautés locales. Le crédit nature, donc effectivement, c'est une amélioration de la biodiversité par rapport à une situation de référence, avec également des aspects carbone dedans. Un crédit pour la gestion de la nature qui n'est pas lancé, mais qui était envisagé, qui serait un type de crédit qui inclut, augmente la viabilité financière des zones qui ont été historiquement bien gérées, c'est-à-dire typiquement pour les communautés forestières qui effectivement qui ont des modes de vie, enfin c'est ceux dont on parlait, disons qui gèrent leur forêt de manière, par exemple, ou leur écosystème de manière tout à fait viable. Plan Vivo, pareil, certificat de biodiversité. Enfin, disons que typiquement pour eux, ce ne sont pas de la compensation. Plan Vivo le dit très clairement, c'est de la contribution. Par ailleurs, ils sont certificateurs de crédit carbone, mais ils font bien la distinction. Donc c'est quelque chose qui est en train de s'organiser. Il y a un écosystème qui s'organise avec plus ou moins de clarté, comme vous le voyez, entre l'IAPB, Vera, Plan Vivo, avec des termes qui sont différents. Mais globalement, partout, c'est de la contribution. Et puis, il y a quelques ambiguïtés avec, notamment avec l'IAPB pour savoir si ça peut être aussi de la compensation. Alors, une question pour nous, enfin quand je dis pour nous, donc là je me mets avec le travail qu'on fait d'abord avec OBC et avec effectivement une convergence qu'on avait avec Romain, parce que quand on s'est rencontré avec Romain, moi je travaillais sur le PSE et lui sur autre chose, et il y a une chose qui nous fédère, c'est qu'on pense que l'important ce sont les pratiques et les modes de gestion. C'est-à-dire dans les PSE, on finance effectivement, on subventionne des pratiques qui sont des pratiques intéressantes pour l'environnement. Et nous pensons que, au lieu de rentrer dans un débat qui est un débat, mais ça, tu serais mieux placé que moi pour en parler, puisque c'est toi qui nous avait attiré l'attention là-dessus, sur les innombrables métriques de la biodiversité dans lesquelles tous les écolos s'envoient à travers la gueule pour dire ta métrique, ma métrique, elle est meilleure que la tienne, ou elle mesure mieux tel truc, etc. En gros, il y a des tas de métriques qui existent, elles ont toutes des qualités et des défauts, elles ne mesurent pas les mêmes choses, évidemment, parce qu'il y a une hétérogénéité de la biodiversité et tout dépend des objectifs qu'on assigne effectivement à la méthodologie. Par contre, effectivement, l'idée, c'est de travailler sur les pratiques et que les certificats, alors nous, on va appeler les certificats nature, vous allez voir pourquoi, effectivement, viennent effectivement soit émis à partir d'une évaluation de bonnes pratiques qui sont des pratiques favorables à la biodiversité, au carbone, mais également, vous allez voir, c'est pour ça qu'on parle de nature, également à la santé des sols, à la question de la disponibilité de l'eau, de la qualité de l'eau, et bien sûr, il y a cette dimension sociale sur laquelle effectivement on va revenir. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on parle, nous, de certificat nature, parce qu'on pense qu'il faut dépasser, que dès lors qu'on est dans la contribution et dès lors qu'on est dans les pratiques, une pratique, elle va avoir des effets sur toute une série, effectivement, sur toute une série de services écosystémiques. Il n'y a plus aucune raison de distinguer entre carbone, biodiversité ou toute une série de services écosystémiques qui sont importants. Parce que la pratique, elle va agir sur toute une série de choses dans un écosystème. Et précisément, et là encore, c'est un terrain d'accord, nous pensons que ce doit être effectivement les usagers des territoires qui doivent déterminer quelle est la priorité. Est-ce que la priorité, ça va être une priorité sur on veut de l'eau de qualité ou disponible, zones arides. Est-ce qu'on veut effectivement de la biodiversité ou est-ce que la question des sols est la plus importante ou autre, etc.
Et donc, voilà pourquoi on voudrait parler de certificat nature. Alors, l'additionnalité, j'en ai parlé, donc je vais aller très rapidement. Alors, je fais un pas de côté pour parler de quelque chose qui est arrivé simultanément, même un peu après nous, mais avec la proposition de la Commission européenne, qui a lancé une feuille de route assez intéressante, en juillet dernier, je crois, qui dit, voilà, il nous faut un instrument de financement de la biodiversité qui est tourné vers la contribution et non la compensation. Donc ça, c'est très clair, hein, malgré quelques procès, là aussi, je ne sais pas où je me suis paumé, là, voilà. Malgré quelques procès d'intention qui sont faits sur Internet par un certain nombre de personnes, pour l'Union européenne, c'est très clair, c'est la contribution. Et il propose quelque chose en double détente, c'est-à-dire il parle de certification nature et de crédit nature. Ils disent la certification, ça va servir de fondement au crédit nature, ça constitue une étape distincte quand même du processus. Donc la certification, pour eux, ça renvoie au design, à la mise en œuvre d'actions ou de pratiques, on retrouve, alignées sur des critères prédéfinis. Et en gros, c'est un appel à des financements du secteur privé pour que le secteur privé finance effectivement des pratiques, finance effectivement un changement de pratique, du design, la mise en œuvre d'actions qui vont avoir, donc qui seront basées sur des critères prédéfinis, et que ça permette en tant que preuve de conformité de financer des investissements très en amont. C'est-à-dire que voilà, il faut financer le changement de pratique. Donc pour ça, il ne faut pas attendre qu'on ait des résultats mesurables en termes de biodiversité qui peuvent venir plusieurs années après, selon effectivement la métrique qu'on va adopter. Et en gros, pour eux, on peut financer, on peut avoir des certificats nature parce que ce sont des preuves de financement. Donc les privés est appelé à financer effectivement pour acheter ces certificats pour financer des investissements en amont. Et les unités commercialisables sont les crédits qui, eux, ne seront délivrés que lorsque les résultats biodiversité prédéfinis seront atteints. Donc, ce qui suppose des métriques, ce qui suppose effectivement de se mettre d'accord sur un certain nombre d'objectifs. Voilà. Et en gros, si vous voulez, le privé qui achètera des certificats, ça sera une sorte de préachat de crédits nature qui viendront plus tard et qui pourront commercialiser. Quand j'ai posé la question aux collègues de Bruxelles pour dire mais qu'est-ce qui empêche que les certificats soient commercialisés directement, m'a dit c'est vrai. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas effectivement commercialiser, que le certificat puisse pas être revendu éventuellement et commercialisé. Voilà. Donc on a quelque chose de très parallèle. Intéressant de voir qu'il y a une convergence sur les pratiques. Intéressant de voir qu'il y a une convergence effectivement sur comment dire, sur le vocabulaire également. Et nous sommes donc devant quelque chose qui est qui montre qu'il y a un certain nombre de convergences sur la question de la contribution, sur la question des pratiques, sur la question du vocabulaire. Voilà. Alors, deux points, si vous voulez, c'est une approche, on voit rien, ça mélange, je sais pas comment on a ce truc. Tu dis que c'est là, oui. Masqué, hein, ça doit être ça. Oui, masqué le volet vidéo, c'est ça? Donc, merde. Je fais une connerie, là. Afficher le volet vidéo. Et tu dis masqué. Ah oui, d'accord, excuse-moi. Bah, très bien. Merci. Nous, on est sur Teams, on n'est pas sur Zoom, donc on n'a pas trop l'habitude. Alors, c'est une approche basée sur les coûts. Il faut bien comprendre quelle est la valeur potentielle, là aussi, pour dégonfler quelques baudruches. Il ne s'agit pas de monétiser les services écosystémiques, c'est une approche basée sur les coûts. C'est-à-dire, en fait, quelle serait la valeur potentielle, effectivement, de certificat nature, ou certificat biodiversité, si on veut? Eh bien, ça serait le coût de la restauration, ça serait le coût de la conservation, le coût d'opportunité. En tout cas, ça serait le point de départ. Ça serait le point de départ, en tout cas, c'est-à-dire que ce ne serait pas un calcul hypothétique de la valeur du tigre du Bengale ou de la valeur du lémurien de Madagascar ou de son habitat avec une série d'interactions sur lesquelles aucun économiste n'a jamais, les économistes n'ont jamais réussi à se mettre d'accord. Vous prenez deux évaluations avec le même écosystème, c'est pas les mêmes résultats, rien à voir. Donc c'est pas de la science, c'est autre chose. C'est effectivement c'est une tentative pour dire ben on veut mettre des chiffres sur quelque chose que sans chiffres on ne peut pas peser dans le processus de décision. Hein. Mais voilà. Mais donc il s'agit d'une approche basée sur les coûts. Et évidemment, ça n'empêche pas que des acheteurs peuvent payer plus cher. C'est-à-dire qu'ils considèrent que vraiment, ça c'est le coût d'entrée, ça va permettre de financer effectivement tel projet qui va protéger tant d'hectares ou restaurer tant d'hectares. Si l'acheteur est disposé à payer plus cher, il pourra toujours payer plus cher, effectivement, pour le marché. Alors juste un point quand même,
Sur les marchés. Là aussi, parce qu'on n'est pas d'accord avec Yann Laurence du WWF, où on a une réunion le 1er septembre à l'UNESCO. Il dit, nous, on ne veut pas de marché. Pas de marché, ok, très bien. Mais alors, premièrement, il faut relier la question du marché à la question du cycle de vie, à la question du cycle de vie d'un certificat nature pour moi. Tu l'as évoqué. Pour moi, il est clair que à un moment donné, le certificat, donc c'est quelque chose qui sera certifié. Hein, certifié, il y aura un certificateur indépendant. À l'UNESCO, on est en discussion, je dis à l'UNESCO, mais on est en discussion avec Gold Standard, mais on peut discuter avec d'autres éventuellement pour que ça soit certifié, effectivement, pour que, c'est-à-dire que pour les acheteurs, c'est une économie de coût de transaction. Plutôt que de déterminer, effectivement, de savoir si tel projet vraiment va délivrer les outputs, effectivement, c'est certifié par Gold Standard, donc on a une certaine confiance, ça nous économise des coûts de transaction. Voilà, c'est-à-dire que ça nous permet d'acheter directement sans avoir à faire tout le processus d'apprentissage pour savoir si on fait pas des conneries en investissement ici ou là. Par contre, ces certificats, biodiversité, nature, etc., bon, ils sont proposés à des acheteurs. Ce sont d'abord, comme tu l'as dit, instruments de communication, réputation, reporting, voilà, volonté de contribuer, etc. Ça peut être un attachement, ça peut être. Enfin, nous, on pousse beaucoup pour qu'il y ait des partenariats qui se nouent avec des territoires, hein, parce que l'UNESCO est très, très ciblé sur le territoire. Et parce qu'ils ont un territoire désigné comme les réserves de biosphère, les géoparcs, etc. Et la question, c'est que, évidemment, lorsqu'une entreprise va acheter des certificats nature ou biodiversité, ça va être pour communiquer. Donc, il faut qu'elle communique et à ce moment-là, dès lors qu'elle communique, le certificateur va enregistrer effectivement cette communication qui est faite soit dans le rapport annuel, le rapport RSE, soit lors de la conférence des actionnaires ou des choses comme ça. Et à ce moment-là, il va sortir ça du registre. Il va le retirer, comme ça existe sur le marché carbone d'ailleurs, exactement. C'est-à-dire que c'est la fin du cycle pour éviter qu'une fois communiqué, l'entreprise revende un tiers et qu'elle-même refasse une communication, etc. Ça serait du double comptage, ça ne pourrait pas marcher. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'on sait, et là l'expérience du marché carbone volontaire peut nous aider à comprendre, c'est qu'en fait très souvent, les porteurs de projets n'ont pas accès directement à ces comptes d'entreprise. Il faut qu'elles passent par des intermédiaires. Comme d'ailleurs dans beaucoup de marchés de cacao, du café, etc. Les petits producteurs, ils ont besoin de passer par des intermédiaires qui prennent leur marge, mais bon, sinon, ils n'accèdent pas au marché. Et à ce moment-là, les intermédiaires, ça peut être effectivement des gens qui préfinancent des projets, c'est-à-dire qui aident, qui débloquent le financement, et donc en débloquant le financement, ils acquièrent des droits de propriété sur les futurs certificats, et qui ensuite vont, eux, ne pas communiquer, parce que ce qui les intéresse, ces intermédiaires, c'est pas du tout de communiquer sur leur impact. Ce qui les intéresse, c'est de communiquer, c'est de pouvoir revendre plus cher qu'ils ne l'ont payé. Hein. Et donc à ce moment-là, ils peuvent très bien les garder, spéculer dessus, et ils peuvent très bien également revendre à une autre boîte intermédiaire exactement. Il peut y avoir un marché secondaire tant qu'il n'y a pas effectivement communication et retrait du registre. Et voilà. Alors, à quoi ça sert? Alors, moi, j'étais très sceptique au départ, et puis quelqu'un m'a dit dans une grande société multinationale, détrompez-vous, ça peut être très intéressant pour les émetteurs initiaux, c'est-à-dire pour les porteurs de projets. Pourquoi? Parce qu'avec les blockchains, avec ce qu'on appelle les registres distribués, on peut avoir aujourd'hui, dans le contrat, on peut mettre une clause automatique dès lors qu'il y a une plus-value, dès lors qu'il y a un transfert, qu'on revend une deuxième fois le marché secondaire, il y a une royalty qui va automatiquement directement au porteur à l'émetteur initial. C'est-à-dire vous êtes une communauté, vous êtes un projet effectivement qui fait une solution de restauration. Bah, si le certificat est vendu 2-3 fois, s'il change de main, effectivement, s'il y a une plus-value, une fraction de la plus-value, elle est automatiquement versée et donc ça peut être intéressant également comme élément. Alors voilà, pour terminer, pour pas aller trop longtemps, donc pour nous, ce qui est important, c'est l'aspect contribution. C'est l'aspect holistique, c'est-à-dire effectivement, c'est de considérer que il faut arrêter de découper les services écosystémiques en tranches, parce qu'on est sur des marchés volontaires, on n'est pas dans la compensation, et qu'on est basé sur des pratiques. Donc basé sur des pratiques, ça veut dire prendre un ensemble de services écosystémiques effectivement en considération. Et dans le cadre du travail que je fais avec l'UNESCO, ce qu'on travaille, c'est vraiment donc effectivement quelque chose qui soit lié au territoire, c'est-à-dire qui soit ancré sur le territoire, dans le sens où, si vous voulez, l'arbitrage, les priorités qui sont données, c'était aussi une question, les priorités qui sont données en termes, etc., ça soit déterminé par les usagers des territoires. C'est-à-dire qu'on n'est pas quelqu'un qui dise bah, je vais vous faire un projet biodiversité chez vous, venez, vous allez l'accepter, etc. Non, ça serait vraiment les gens qui décideraient sur place autour d'un projet de territoire, et on espère que ça soit quelque chose qui catalyse des projets de territoire locaux, des projets de territoire durables, et que les gens disent, bah voilà, pour nous, la priorité, effectivement, c'est la question des sols, parce qu'on a un problème de dégradation des sols absolument important. Puis après, il y a une question, etc.
et le plus possible que ça soit qu'on ait recours à une expertise mixte, c'est-à-dire des savoirs locaux, d'une expertise locale, et en même temps, évidemment, des experts extérieurs qui pourront dire, dans tel type de contexte, parce qu'il faut contextualiser tout ça, ce type de pratique peut aboutir au résultat que vous souhaitez en termes de restauration des sols ou en termes de disponibilité de l'eau, etc. Voilà, globalement, je m'arrête là pour vous montrer un petit peu le paysage sur lequel on travaille. Il y a encore pas mal de questions, mais je pense que conceptuellement, disons, c'est assez clair. Bien, mais merci beaucoup, Alain et Romain. On va se tourner ici vers les présents dans la salle, mais aussi dans la salle virtuelle pour recueillir des questions, des réactions. Est-ce que vous souhaitez peut-être d'abord des éclaircissements sur certains points ou réagir? Aucune remarque pour le moment. C'est lui qui doit remettre le son. Moi, je vais remettre le son ici. Il faudrait que je le... Alors, il y a une main ici dans la salle de Michel et une d'Alexandre Trégourès, mais qui s'est déjà exprimé. Alors, je vais donner la parole d'abord à Michel ici. Il faut qu'il parle très fort parce que le micro est assez éloigné. Il approche. Merci beaucoup. C'est très intéressant, mais je vous avoue que je n'ai pas compris grand-chose. Si j'avais compris quelque chose, c'est que je me serais mal exprimé. Ah, non, tu me rassures. Parce qu'on parle de... Alors, j'avais entendu parler d'une réflexion sur le compte carbone et qui prenait des trucs à partir de la fin. Dans tout ça, par exemple, cet objet signifiait tant d'émissions de gaz carbonique. Et en essayant de faire en sorte que ce soit l'acheteur final, l'acheteur intermédiaire, qui paye à chaque fois le coût de cette monnaie. Cette monnaie a été proposée par comme étant une monnaie parallèle qui serait mise, on ne pourrait pas acheter seulement ça, je ne sais pas, 10 euros ou 1 euro si ça vient de Chine. On pourrait en plus apporter sur le quota de carbone qu'on aurait attribué à chaque individu ou à chaque entreprise. Je ne sais pas si ça n'est pas réfléchi à la question. Mais ça me paraît quelque chose d'intéressant comme démarche. Je vais voir comment vous vous situez par rapport à ça. Une autre question, c'est que quand on est propriétaire d'un terrain, quand on achète un terrain et qu'on coupe la forêt, en théorie, on n'a pas la reconnaissance qu'une partie de ce qu'il y a dans ce territoire n'appartient pas au propriétaire, mais appartient à la communauté, appartient à l'État, appartient au monde d'une façon générale. Donc, il y a un vrai lien entre la reconnaissance des droits de propriété, superposés et pas forcément de la nature. Et puis, la discussion que vous avez, c'est un peu les deux questions que je voulais poser. Alors oui, d'accord. Non, d'accord, c'est clair. Bon, sur le compte carbone, évidemment, c'est complètement différent. Le compte carbone, il y a aussi, c'est un peu comme une TVA carbone, effectivement. Je connais ces discussions, mais c'est complètement différent. Là, il s'agit simplement de trouver un moyen de financer, disons, des actions, de pratiques un peu partout dans le monde, en faisant appel à l'argent privé, aux investisseurs privés. Donc, c'est complètement différent. Bon, juste deux mots, hein, si tu veux, parce que j'ai discuté, j'ai déjà envoyé quelques trucs à Armel Prion, etc. Bon, c'est une usine à gaz monstrueuse, ça suppose effectivement des banques de données invraisemblables sur le contenu carbone de chaque élément, ce qu'on n'a pas aujourd'hui, bon, premièrement. Donc, on peut toujours rêver ou espérer, etc. Deuxièmement, il faut quand même voir que ça suppose que tout le monde, la disparition du cash, c'est-à-dire que tout le monde doit avoir une carte totalement liée, effectivement, où toutes les consommations, d'ailleurs, des gens seront. En gros, c'est la Chine, quoi. Si tu adores la Chine, le système du contrôle social, tu vas adorer le compte carbone. Bon, déjà, il y a plein de zones pour les libertés individuelles. Et comme dirait mon ami Jean-Michel Servet, la disparition du cash pour les pauvres, c'est quand même un peu dur. C'est-à-dire, les gens, compte en banque, on leur demande un compte carbone. Donc, il y a déjà plein d'obstacles, etc. Bon, après, il y a plein d'autres obstacles. Moi, j'avais dit, ça veut dire que les gens qui habitent en centre-ville à Paris, pour avoir des quotas égalitaires, ils vont pouvoir revendre leur quota aux banlieusards qui prennent leur bagnole et qui donc a besoin. Il y a des problèmes assez classiques que les économistes connaissent par cœur,
qui sont des problèmes de distribution initiale des quotas. Et ça, c'est un problème quasiment insoluble. Je veux dire, il y aura des problèmes d'équité, de justice, etc. Enfin, on n'en sortira pas. Donc, à mon avis, intuitivement, premier truc, c'est pas con. Totalement, à mon avis, inapplicable pour des raisons sociales, pour des raisons, etc. etc. De toute façon, c'est pas la même chose. De toute façon. Après, ce que tu veux dire, c'est que ils ont un gros problème de son. Alors pourquoi c'est à mon point, d'accord. D'accord. Ouais. Voilà, Est-ce que c'est un peu mieux? Vous nous entendez mieux à distance? ça a l'air d'être mieux. Oui, c'est bien Bon. mieux, oui. Donc voilà, sur cette question. Alors, deuxième question, en gros, tu veux dire que, enfin, justement, la deuxième question, je l'ai un peu perdue. Du coup, tu disais, en gros, c'est l'idée qu'une forêt, c'est une dimension patrimoniale comme global command, quoi, comme commun global, c'est ça? Et à différents niveaux, même. À Pas différents seulement au niveau local, mais aussi au niveau national et puis au niveau mondial. Si on coupe l'Amazonie, Oui, c'est oui, pas bien sûr. seulement une question du Brésil. Oui, oui, mais ça, disons, comment dire, il s'agit quand même non, comment on l'aborde, c'est-à-dire qu'en gros, il y a tous les pays ont des règlements, et en Amazonie, il y a des règlements, par exemple, qui fait que sur une propriété privée, en Amazonie légale, tu n'as pas le droit de déboiser plus de 80%, alors quelques exceptions, etc., ou si tu as donc tu ne peux déboiser que 20% théoriquement, voilà, bon, même si c'est un petit peu plus complexe dans les faits, dans la pratique. Enfin, globalement, il y a des règlements un peu partout. La question qu'on a ici, c'est justement, c'est on est devant quelque chose, effectivement, qui est sur du volontaire. On cherche à lever des financements qui sont additionnels au financement public. Et nous sommes effectivement dans une logique où on cherche à conserver, à restaurer, donc on a besoin certainement de financement. Donc on est sur des bases contractuelles volontaires, hein. Un peu comme on le peut en services environnementaux. On est en dehors du champ de l'obligation, l'obligation existe. Il y a des obligations de compensation. C'est pour ça que moi je ne suis pas on a une discussion, y compris avec des gens tout à fait bien, sur est-ce que la compensation biodiversité, c'est bien ou c'est pas bien. Ma position, évidemment que la compensation biodiversité, c'est pas vrai qu'on ne reconstitue jamais ce qu'on a détruit. On est tout à fait d'accord là-dessus. Le principe pas de perte nette, on le voit pas dans la compensation biodiversité. OK. Maintenant, je veux dire, moi je vois en Afrique, et tu le vois aussi, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'obligation de compensation biodiversité que les gens s'empêchent de faire des mines, des chemins de fer, des routes, des parcs d'agro-business, etc. C'est-à-dire que de toute façon, je considère que malgré tout, c'est quand même mieux que rien d'avoir cela parce que c'est pas un droit à détruire, parce que les gens détruisent même sans avoir le droit. Donc pour moi, c'est pas mon argument. Maintenant, la compensation biodiversité, effectivement, c'est quelque chose d'obligatoire. Il y a un certain nombre de règles. On peut durcir ces règles, on peut les améliorer, on peut les durcir. Et à côté, il y a effectivement une question de qu'est-ce qu'on va faire du point de vue volontaire. Comment est-ce qu'on va aller au-delà de la compensation? C'est-à-dire comment est-ce qu'on va attirer des financements pour pouvoir faire des choses où on va rehausser l'ambition. Alors, je ne pense pas du tout qu'avec les certificats de nature, on aura les 200 milliards, enfin, si tant est que ce chiffre veuille dire quelque chose, hein, qui sont nécessaires, fixés par la CDB, etc. Non, c'est un élément de plus dans une panoplie d'instruments. Moi, ma spécialité, c'est de travailler sur les instruments, de les combiner. J'aurais pu vous montrer d'ailleurs la dernière slide, mais enfin, c'est pas très grave, on n'a pas tellement le temps. C'est un élément du puzzle, effectivement, qui fait qu'avec des instruments, on peut construire des politiques publiques qui sont plus favorables. Voilà. Ah, ça n'empêche pas qu'il faut de l'aide publique au développement, qui en recule, etc. Mais bon. Ce qui est clair, c'est que si on n'arrive pas aujourd'hui à mobiliser l'épargne privée qui est surabondante, alors que l'argent public est de plus en plus restreint et l'aide publique au développement est en déclin, on ne réglera pas le problème. Donc, mon problème, c'est d'essayer de trouver des instruments qui vont permettre de mobiliser l'argent privé, cette épargne gigantesque qui a besoin de garantie, qui a besoin de sécurité, qui a besoin effectivement de preuves d'impact. Donc là, les certificats, ce sont des preuves d'impact positifs et c'est comme ça qu'on veut les vendre, disons, à un certain nombre de gens qui ont déjà des dispositions, on est d'accord, hein, qui ont déjà des bonnes dispositions, en gros, pour dire j'aimerais bien contribuer, mais je ne sais pas comment faire. Bon, ben voilà une solution. Alors, on va prendre maintenant, je vais reprendre la caméra par là. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, si elle est dans l'autre sens. La question d'Alexandre Trégouès, il faut que vous activiez le micro. Et Oui, j'espère. Attendez, j'ai merci de juste le nouveau. son de mon côté parce que je jongle là entre les. On vous écoute, Alexandre. Oui, ma question, c'était de savoir bon, j'ai bien noté que c'était une approche qui était basée sur les coûts, avec trois options, soit considérer la restauration, soit considérer le coût de la conservation ou le coût d'opportunité. C'est très, très différent entre une forêt qu'on
qu'on conserve et la possibilité de construire une mine, là, le coût d'opportunité est assez différent. Est-ce qu'il y a une de ces trois approches qui ressort plus? Parce qu'à la fin, ce que les privés seraient amenés à payer sera très différent en fonction de l'approche qui est choisie. Oui, a priori, de toute façon, disons que le coût de la conservation, c'est un coût d'opportunité. Donc, c'est pour ça que c'est très, très piégeux, parce que ça suppose, c'est un peu le problème qu'on a avec les PSE, hein, c'est que ça suppose effectivement d'avoir une information sur quelles sont les réelles opportunités alternatives, c'est-à-dire plutôt que conserver la forêt, est-ce que les propriétaires ou les communautés ou le gouvernement va faire du palmier à huile, est-ce qu'il va faire une mine d'or, etc. Et comme il y a une asymétrie d'information, le grand jeu, si vous voulez, le grand jeu, ça va être de dire pour un propriétaire, c'est ce qui se passe aux États-Unis avec les conservation easements, qui sont des contrats passés avec des propriétaires privés pour leur dire, vous avez une zone humide dans votre propriété, on vous paye pour la conserver. Ah, le type dit, bah, vous tombez très très bien parce que justement l'année suivante, l'année prochaine, j'avais l'intention de faire du maïs à grande échelle et qui devait me rapporter tant. Donc voilà. Donc vous voyez que ça pose des problèmes effectivement très importants. Mais c'est une notion, c'est pour ça que dans les PSE, on travaille sur une idée de couple d'opportunités. On ne cherche pas à valoriser combien vaut la forêt. On sait de dire quelle est, par exemple, au Mexique, il y a des économistes qui ont travaillé pour essayer de faire un zonage, pour dire dans telle zone, comme c'est l'élevage et le maïs, les deux grands trucs, pour essayer de dire, bon, ben voilà, dans telle zone, le coût d'opportunité de la conservation d'un hectare de forêt, c'est tant, à peu près. Bon, évidemment, c'est un barème, et le barème, il est fixé, donc il n'y a pas une négociation directe pour éviter justement ces effets de chantage environnemental. C'est un barème, c'est à prendre ou à laisser, ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne, probablement, c'est un peu la même idée. Donc, de toute façon, quand on fait une action en faveur des écosystèmes, il y a un coût. Le coût de restauration est souvent plus cher, plus élevé, bien sûr, puisque ça demande effectivement des investissements, etc. Ça peut être un coût de conservation, de mise en défense, qui peut être à ce moment-là un coût d'opportunité. Bon, il va falloir effectivement pouvoir l'apprécier. Bon, ben, localement, ça suppose de toute façon de faire un certain nombre de compromis avec le calcul économique ou avec, etc., et d'avoir un ensemble d'appréciations. Après, l'idée, c'est de dire, est-ce que le montant effectivement qu'on peut avoir va être suffisant pour réaliser l'action qu'on veut, que ce soit une action de conservation ou une action et pour effectivement, donc on a besoin de tel montant, plus exactement pour faire une action de conservation, de restauration, on a besoin de tel montant. Et puisqu'on a besoin de tel montant, on va émettre des certificats nature qui vont nous permettre effectivement de lever ces fonds correspondant au montant nécessaire. Voilà. Et on expliquera aux gens que à chaque fois qu'ils achètent un certificat, ça leur permettra de contribuer effectivement à telle part de l'action qui est une action qui a un coût total de temps. Et on peut diviser ça effectivement en portions, en parts de voilà. Romain, je ne sais pas si tu veux apporter des éléments sur ça. Bah, en tout cas, ce sur quoi on se rejoint et qui est caractériser des projets biodiversité par les actions qui sont mises en place ou qui sont maintenues pour ce projet, ça revient à financer, enfin, que le financement corresponde à la mise en place ou le maintien de ces actions. Et donc, ça, c'est comment on détermine le prix d'achat d'un certificat qui doit correspondre à cet effort en termes de travail, en quelque sorte. Et ce qu'on voit aussi, c'est quand on discute, alors là, c'est à nouveau, c'est un biais métropolitain des acteurs que je rencontre, mais les SEN ou les conservateurs d'espaces naturels ou les parcs nationaux, ils nous disent aujourd'hui, on arrive encore à faire financer par de l'argent public des opérations de restauration. Par contre, la gestion courante de ces milieux, le maintien en état de ces milieux, une fois qu'ils ont été restaurés, parce qu'il faut continuer à agir pour les maintenir dans un état désirable, financer les agriculteurs ou les forestiers qui sont autour de nos zones humides ou autour de nos zones protégées pour qu'ils aient des actions cohérentes avec ça. Ça, on n'a pas de modèle économique, on n'a pas et donc, on voit ici une convergence entre la proposition de certifier des actions favorables et un modèle de financement sur des actions qui sont aujourd'hui difficiles à financer, qui peuvent être à la fois, c'est ce que disent ces acteurs, à la fois des acteurs de la conservation
voilà, qui gèrent des espaces naturels une fois qu'ils ont été restaurés, ou des agriculteurs ou des forestiers qui mettent en place des actions supplémentaires pour continuer à produire du bois ou de l'agriculture, mais qui sont favorables à la biodiversité. Là, j'ai mis je pense que tout le monde le voit, c'est un schéma qu'on a fait pour essayer de montrer justement la combinaison d'instruments. Quand tu parlais on a des coûts récurrents, on ne sait pas comment les financer. Euh, alors, il y a un instrument pour ça, ce sont aussi, alors ça peut être effectivement la vente de certificats de biodiversité ou de certificats nature, mais ça peut être aussi des fonds fiduciaires. J'en discutais avec Robert avant la séance. Il y a entre plus d'une cinquantaine, je ne sais pas quel est le chiffre exact, mais en tout cas de ce qu'on appelle de fonds fiduciaires pour la conservation dans le monde, qui fonctionnent ainsi depuis des dizaines d'années et qui financent le fonctionnement récurrent, les coûts de fonctionnement des aires protégées. Non pas leur établissement, mais leurs coûts de fonctionnement. Le principe est le suivant, c'est que vous avez un fonds de dotation qui peut venir d'un échange d'aide nature, qui peut venir d'une fondation ou de l'aide publique au développement, effectivement, qui va mettre une grosse somme d'argent au départ dans un capital. Ce capital, il va être confié à un gestionnaire d'actifs qui va placer cet argent sur les marchés internationaux et marché d'obligations, marché d'actions. Et donc cet argent placé va faire des petits, donc soit des dividendes, soit des intérêts, selon que c'est de l'equity, enfin, selon que c'est des prises de participation de capital ou selon que ce sont ça peut être des intérêts, des prêts, donc des obligations. Et à ce moment-là, l'argent qui revient chaque année permet de ne pas toucher au capital, mais de financer les coûts récurrents, qui sont moins importants que les coûts d'investissement en général, chaque année, puisque c'est l'argent qui tourne. Et je disais tout à l'heure que le fonds TFFF brésilien, qui est discuté à la COP30, justement, c'est un fonds fiduciaire mondial qui est proposé par le Brésil, qui fonctionne sur la même idée. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir effectivement des dons pour le fonds de dotation de départ, qui va être placé sur les marchés, c'est un appel à des prêts. C'est-à-dire qu'on demande à emprunter de l'argent. Donc, cet argent, il faudra payer des intérêts dessus pour pouvoir ensuite le replacer à des taux d'intérêt plus avantageux. Voilà. Bon, il y a beaucoup de questions. On peut en discuter si vous voulez maintenant, mais c'est pas dans le scope, mais ça peut être effectivement un instrument. Et dans le schéma qu'on envisage sur les questions de territoire désignés par l'UNESCO, vous voyez qu'au centre, il y a des projets de territoire. Et on voudrait travailler avec effectivement à la fois des systèmes de garantie, parce que j'en ai pas parlé, mais les questions de garantie sont absolument fondamentales si on veut attirer de l'argent privé. C'est-à-dire que même si vous voulez attirer de l'argent privé sans que c'est privé, vous demande des primes de risque très importantes, eh bien, il faut avoir des garanties. Les garanties, c'est de dire si on vous garantit que vous ne perdrez pas tout votre argent si ça se passe mal. Donc, il peut y avoir donc, des garanties apportées pour le fonds fiduciaire, justement, pour dire au privé, si vous mettez cet argent dans le fonds fiduciaire, un fonds de pension mettra l'argent dans le fonds fiduciaire, on leur dit, OK, vous êtes sûr que vous récupérerez effectivement vos billes à la sortie, c'est-à-dire que ça, c'est un État ou une coalition d'États ou l'Union européenne qui donne effectivement ce type de garantie, ou ça peut être le Fonds vert pour le climat qui donne également des garanties. Ça peut financer un fonds fiduciaire, ça peut financer pas mal de choses, ça peut financer la gouvernance, ça peut financer des PSE. Les PSE eux-mêmes changent les pratiques, permettent d'investir dans les pratiques et ça permet effectivement de générer des certificats nature qui peuvent eux-mêmes effectivement être donc vendus donc et financer évidemment le projet de territoire. Et on a par ailleurs ce qu'on appelle des green bonds, c'est-à-dire des obligations vertes, qui sont des instruments financiers ou des fonds à impact fonds à impact qui utilisent parfois des obligations vertes, qui vont effectivement financer par exemple des entreprises vertes, des entreprises effectivement avec des cahiers des charges très précis engagés dans la transition, qui vont pouvoir lever des obstacles au financement des entreprises sur ces territoires qui agissent disons, avec des modes de production qui sont compatibles avec les objectifs environnementaux. Donc tout ça se combine, c'est simplement un schéma parmi d'autres, si vous voulez, selon lesquels on peut combiner plusieurs instruments pour essayer de répondre à des questions qui sont des questions de différents ordres. Robert. Est-ce que vous croyez très sincèrement que ce type d'opération volontaire qui finalement s'appuie sur la philanthropie, qui est un peu une œuvre de bienfaisance, est-ce que vous croyez que ces opérations sont à la hauteur des enjeux, vu l'érosion de la biodiversité qui est quand même catastrophique? On a perdu 70% des insectes en 50 ans et tout ça.
euh, on peut plus, enfin, on peut pas s'appuyer que sur des opérations de bienfaisance pour rectifier l'évolution de la biodiversité. Euh, j'ai l'impression que ça permet aux politiques de dire on laisse les politiques de biodiversité au privé, ils vont s'arranger et on continue à répandre des produits phytosanitaires sur 90% des terres, ou 80% des terres et autres. Donc, enfin, il y a quand même un danger de, de présenter ça comme une solution, alors que les problèmes de biodiversité, de pollution, de préservation des sols est quand même à une autre échelle. Oui, oui, non. Alors, première chose, il n'y a c'est quelque chose qui n'est absolument pas le point de base, le point de départ, ce sont les réglementations. On en parlait tout à l'heure sur le Brésil. La réglementation, ça implique aussi, par exemple, des obligations de compensation, qui pour moi ne sont pas à traiter avec mépris, peuvent être améliorées, peuvent être durcies, même si, évidemment, la biodiversité a cette particularité, c'est que généralement, il est rare que l'on retrouve ce qu'on a détruit. Ça dépend des écosystèmes, etc. Mais en tout cas, voilà. Donc ça, c'est le premier point. Disons qu'il y a une question fondamentale sur la question de la réglementation. Donc ça, c'est indiscutable, c'est la première base. La deuxième base, au fond, c'est qu'est-ce que les budgets publics et les politiques publiques, en dehors de la réglementation, vont faire en termes de subventions, en termes, par exemple, de mise en place de mécanismes de paiement pour services environnementaux, alimentés par de la fiscalité affectée, comme au Costa Rica ou au Mexique, etc., qui sont des systèmes, effectivement, qui fonctionnent, mais qui supposent des engagements assez forts. Il faut faire, en gros, il faut de la fiscalité affectée pour que ça marche vraiment, etc., à long terme. Donc ça, c'est le deuxième étage, ce sont les politiques publiques, etc. Le troisième étage, c'est assez classique dans la discussion sur la biodiversité, c'est l'élimination, ou en tout cas le déclin de ce qu'on peut appeler les subventions nocives pour la biodiversité. Il y a plein de choses dedans, il y a énormément, etc. Dedans, il y a des subventions aux agriculteurs français, bon, etc. Donc c'est un peu compliqué, mais enfin, globalement, il y a pas mal de choses d'appui public, d'argent public qu'on pourrait réorienter, etc. Notamment pour les réorienter à travers des paiements pour services environnementaux dans lesquels on réorienterait les subventions vers des pratiques vertueuses, vers la qualité, et non plus sur les quantités ou sur le nombre d'hectares tel que ça existe aujourd'hui dans les mesures agro-environnementales, par exemple. Donc ça, c'est totalement indiscutable. Donc ça, c'est le point de départ de la pyramide. Maintenant, il reste une dernière étape qui est de dire il faut effectivement des moyens financiers. Et ces moyens financiers ou l'argent, on sait que l'argent, aujourd'hui, on voit le déclin absolument dramatique de l'aide publique au développement, etc., etc. Donc, alors on peut manifester, je serai le premier à les manifester. En plus, moi, mon salaire, c'est l'argent public pour le développement, donc je suis plus concerné. C'est le genre de salaire du CIRAD, hein, c'est ça. Donc, effectivement, on peut toujours aller manifester, etc. Maintenant, mon travail, c'est de dire il y a une surépargne mondiale, mais absolument, il y a des sommes, enfin, ça se compte en trillions, c'est-à-dire en milliers de milliards, effectivement, d'épargne, de fonds de pension, de fonds d'investissement, etc., qui, au fond, cherchent à la fois à s'investir pour de la sécurité et en même temps pour du rendement financier. Bon, ben, on peut trouver, effectivement, un moyen qu'une petite partie de cette épargne, elle soit, effectivement, attirée là-dedans. Et c'est pas de la philanthropie. C'est pas de la philanthropie, ça, c'est une erreur. La philanthropie existe, c'est très bien. Il s'agit d'abord parce que le CSRD, ce sont des obligations, et la double matérialité dans la CSRD, l'introduction du concept de double matérialité, suppose que les entreprises rapportent sur leurs impacts, non seulement sur la manière de matérialité, c'est pas seulement comment l'environnement extérieur va avoir des impacts sur mes résultats financiers, mais c'est comment le fonctionnement de mon entreprise va avoir des impacts sur l'environnement naturel, social, etc. C'est ça la double matérialité. Et la simple matérialité, c'est simplement de dire attention, la destruction de la biodiversité va impacter mon modèle d'affaires. Oui, ça c'est la simple matérialité, mais la double matérialité, c'est plus ambitieux, c'est ce que l'Europe a adopté. Bon, elle est plus ou moins en train de détricoter, mais enfin pour l'instant, l'essentiel reste encore là.
même si c'est des niveaux. Et donc, la dématérialité, ça veut dire que les entreprises vont devoir rapporter sur leurs impacts, à la fois négatifs, mais aussi positifs. Il ne s'agit pas de compensation, il s'agit simplement d'obligation. Et donc, on peut penser qu'un certain nombre d'entreprises vont être incitées fortement par réglementation pour dire, bah, on a un ensemble d'impacts, malheureusement, parce que notre activité, elle est comme ci et comme ça. Maintenant, regardez, nous contribuons aussi de notre côté, finalement, à avoir des impacts positifs. Donc, ça, c'est la première chose. Et encore une fois, j'ai donné deux pistes, mais il y en a certainement d'autres. C'est une réflexion qui commence pour dire on pourrait articuler les obligations de surcompensation qui existent dans certains pays et qui pourront exister demain, avec effectivement l'achat de certificats nature, et on pourrait également, de ce point de vue, également jouer sur la fiscalité. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une très bonne incitation pour dire si vous mettez de l'argent là-dedans, ben, vous paierez moins de taxes. Ça marche toujours en général, hein. Voilà. Donc, ce n'est pas la philanthropie. Il y a beaucoup de fonds privés, enfin une épargne privée importante, et c'est peut-être aussi parce que les budgets publics ont fondu et qu'il y aurait un transfert de public à faire entre l'épargne privée et le financement des États pour justement euh, revenir sur la réglementation et subventionner des PSE et tout ça. Bah, s'il y a une surabondance de l'épargne mondiale, c'est sur les fonds de pension. C'est que les gens cotisent pour leur retraite et qu'ils ont des systèmes de capitalisation et pas des systèmes de répartition comme en France. Et en France, on a quand même des fonds de pension aussi, puisque qu'ils soient volontaires ou les fonctionnaires ont effectivement une retraite par capitalisation. Donc il y a des fonds. Donc, ce qui explique effectivement l'importance, je dirais, de cette épargne, c'est la croissance absolument gigantesque. Et ça, c'est plutôt, je veux dire, des systèmes de retraite par capitalisation qui sont liés aussi au vieillissement de la population, au fait qu'il a fallu faut provisionner énormément d'argent parce qu'on suppose que la population vieillisse, donc il va falloir effectivement payer les gens. C'est quand même la principale explication, hein, de ça. C'est quand même les fonds de pension. J'ai plus les chiffres en tête, mais j'avais entendu dans une réunion à la CDC le montant du fonds de pension des universitaires américains. Je ne vais pas donner le chiffre parce que pour moi, c'était inconcevable. Mais, enfin, pour nous, c'est inconcevable. Ça se chiffrait en milliers de milliards de dollars. Fonds de pension uniquement des universitaires américains. Alors, ils sont très bien payés, beaucoup mieux qu'en France, ça c'est sûr. Mais comme ils sont en retraite par capitalisation, ben, effectivement, on s'aperçoit, voilà ce que ça donne. Cet argent, il cherche à s'investir. Ce qu'on m'a dit une fois dans une grande société quand j'ai présenté ce type de modèle, multinational que je ne citerai pas, euh, ils m'ont dit, écoutez, nous, ça peut intéresser nos fonds de pension. Parce que si vraiment, parce qu'il y avait la question des garanties, hein, qui était absolument importante en disant, c'est un système effectivement dans lequel il peut y avoir effectivement des garanties. Mais là, on parlait des fonds fiduciaires, hein, plus exactement. Et on parlait des fonds fiduciaires. Je disais, est-ce que vous mettriez votre argent dans dans un fonds fiduciaire élargi qui financerait en plus des aires protégées, des territoires entiers? C'est un peu sur ce modèle. On dit, si vous nous garantissez que s'il y a des garanties véritablement d'État industriel pour dire qu'on n'aura pas de perte de capital, ça sera indexé sur l'inflation, ou en tout cas le rendement attendu sera minimum pour pouvoir nous couvrir de l'inflation. Nous, on y va parce qu'on transformerait nos fonds de pension en plus en fonds d'impact et nous pourrions communiquer à ce moment-là pour dire que nous mettons des milliers de milliards de dollars effectivement dans de l'impact. Et pour nous, c'est très important. Voilà. Juste Romain, oui. un complément des éléments complémentaires. Euh, Déjà, si voilà, cette philanthropie qui existe, hein, la philanthropie impact, les entreprises qui subventionnent tel ou tel projet, etc., ça existe. Et un des attendus de la proposition, c'est de massifier, d'augmenter un peu l'assiette et des entreprises qui peuvent se lancer là-dedans et peut-être quantitativement aussi, et d'être plus efficace. Que cet argent, il aille parce qu'il y a cette stratégie de biodiversité, parce que c'est adossé à on simplifie à la fois la valorisation de cette philanthropie par des certificats qui sont crédibles, reconnus, et l'efficacité de cette philanthropie, puisqu'elle va vers des actions reconnues, s'inscrivant dans des stratégies territoriales. Donc ça, c'est le premier, je dirais, le premier niveau de première cible, sur synergie ou vase communicant entre financement public et financement privé, c'est un vrai alerte.
C'est possible que la puissance publique en profite pour se désinvestir. C'est aussi possible que si on crée le cadre pour ça, on maintient un équilibre entre financement privé et financement public et que le fait que les privés participent, ça oblige le public à participer. Ça se voit, ça se voit dans d'autres. Ben ça, c'est le système de garantie, c'est l'effet levier, Voilà. c'est-à-dire qu'en général, le Pas, je veux public dire, c'est pas offre aussi une garantie de inéluctable, en tout non-perte. cas. Ce vase communicant, il n'est pas inéluctable. C'est un vrai risque, mais on peut. Et après, moi, je suis d'accord. Enfin, c'est aussi le point d'atterrissage à terme. De toute façon, s'il n'y a pas un jour ces investisseurs institutionnels, qui soient des fonds de pension, des banques d'investissement, etc., qui font des investissements impact, c'est-à-dire qui vont financer les entreprises qui font des efforts parce qu'elles font des efforts ou qui font des projets de territoire ou ce genre de choses, c'est-à-dire qu'elles remplacent la rentabilité financière par de la rentabilité sociale, d'impact, ça fait sens. S'il n'y a pas ça, de toute façon, on ne transformera pas, on ne réussira pas. Donc, il faut préparer, moi c'est mon pari, préparer et outiller et s'outiller pour que ce type de, de financement impact, hein, d'investissement impact, se mette en place. Et aujourd'hui, pour ceux qui nos balbutiements de ce genre de financement impact, ils cherchent à se rassurer des éléments de crédibilité, des éléments c'est les premiers à regretter le détricotage de la SASRD parce que c'était un cadre qui permettait d'évaluer les entreprises et de financer celles qui sont effectivement mieux innovantes. Donc, un des paris, peut-être pas du tout pas optimiste, c'est que ces cadres de mécanismes de financement basés sur ces crédits, ces certificats de nature de biodiversité, ils facilitent à terme ce type d'investissement à impact. Alors attends Marion, parce qu'il y a quelqu'un qui a levé la main depuis tout à l'heure là, dans la salle. Je vais passer la parole. Alors, il l'a rédigé, c'est Monsieur Nakandé là, qui l'a rédigé dans le chat, mais peut-être que vous pouvez l'exprimer à haute voix, on vous écoute. Ok, merci beaucoup de cette opportunité. Nakande Alassane, ingénieur forestier au Burkina Faso. Alors, donc, ma question est relative au contexte, et notamment avec cette dynamique des mouvements écologistes, et surtout en Afrique, hein, qui pointe tout de suite des doigts accusateurs sur les entreprises, surtout le privé, et, et aussi les privés qui sont de plus en plus réticentes du moins par rapport à cette question de contribuer à la biodiversité, à la préservation de la biodiversité et des forêts. Alors, je me pose la question, est-ce que il y a eu des études sur ce contexte qui peut être favorable ou défavorable et comment lever donc ces obstacles? Merci beaucoup. Je suis sûr d'avoir totalement saisi la question. Ce que je lis dans le chat, c'est il y a de plus en plus de gens qui s'opposent à l'application du privé et des entreprises qui font de plus en plus de greenwashing. Donc, c'est ça la question, c'est-à-dire au fond, l'investissement privé serait mal vu de plus en plus et que ça serait un obstacle au fond à ce type de mécanisme, c'est ça? Puis il y a peut-être un discrédit possible par avance sur ces dispositions-là. Ça pourrait aussi rejoindre une question qui serait de quel poids risque de prendre le privé sur la certification elle-même, sur les critères de certification, sur la mise en place des organismes qui seraient habilités à délivrer ces certificats. Comment s'assurer en gros que la contribution soit réelle, que Oui, ce mais soit bien des chercheurs objectifs qui soient à l'origine de la... Disons que ça, si vous voulez, il y a deux choses. Hein. Dans les certificats nature, nous, on pense que la première chose, c'est que ce sont d'abord des experts du territoire et des experts externes qui, effectivement, apprécient selon les contextes, effectivement, l'intérêt des pratiques. Et deuxième étape, c'est certifié par un tiers indépendant. Bon.
Question par contre sur le greenwashing, c'est important parce que oui, il y aura du greenwashing. Je veux dire, faut pas rêver. Ce qui est possible, mais ce qui est difficile, c'est qu'il y ait des critères d'exclusion. C'est-à-dire que les émetteurs, ceux qui effectivement vont vendre des certificats nature, sur la base des pratiques qui auront été certifiées, décident de ne pas vendre à n'importe qui. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire, nous, on ne veut pas vendre, par exemple, à des entreprises qui font du charbon, qui font du pétrole, ou qui font de la mine destructrice, etc. Donc ça, c'est une possibilité. C'est une possibilité qui est plus facile quand il y a une vente en direct et qui est plus difficile quand il y a plusieurs intermédiaires. Mais là aussi, le système de blockchain, c'est-à-dire des registres distribués, permet, de la même manière que ça permet effectivement d'avoir une royalty qui revient à l'émetteur initial, ça permet quand même de savoir, disons, qu'on ne perd pas la trace. Le blockchain, justement, c'est qu'à un moment donné, on peut dire, il peut y avoir un contrôle, y compris par l'émetteur, via le système de blockchain, de registre distribué, sur effectivement quel est l'acheteur final. Et à ce moment-là, ils peuvent dire, cet acheteur final, on n'en veut pas parce que c'est Total Energy et qu'ils déconnent dans nos mandats et on ne veut pas. Voilà. C'est une possibilité. Ça pose quelques problèmes, enfin voilà. Marion? Ouais, moi, j'ai une question. Mais j'ai l'impression qu'on va chercher on parle des fonds de pension, on va un peu chercher des gros poissons quelque part, ceux qui ont les capitaux, quoi. Ouais. Et je me disais, je ne sais plus où j'ai vu ça, mais que les recettes de l'État français, par exemple, on dit toujours l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le revenu. Je crois que c'est 7% des recettes de l'État français, un truc du genre. Alors que la TVA, c'est plus, il me semble. Oui, c'est clair. Et en fait, du coup, dans cet esprit-là, on sait qu'on est dans un pays, par exemple, pour la France, mais il y a beaucoup de dons, les gens donnent beaucoup, il y a aussi beaucoup d'épargne, surtout dans ces temps un peu de crise, etc., d'incertitude. Et donc, du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, imaginer ces instruments de façon, du coup, ces certificats à destination d'un public comme ça, de ces publics-là, en fait, de citoyens qui seraient peut-être intéressés d'acheter des certificats et même du coup d'épargner, en fait, de générer une petite épargne sur ces certificats-là par la revente, comme tu disais, et de contribuer localement justement à des initiatives locales, en fait. C'est peut-être plus concret parce que je sais qu'enfin, il y a des gens sensibilisés qui sont sensibilisés et qui se disent ah, je donne à WWF pour protéger telle espèce en voie de disparition, machin. Mais il y a des gens qui, du coup, ne donnent pas, par exemple, pour la conservation, parce que ça ne leur parle pas, c'est trop loin, c'est trop loin. Alors que finalement, si il y avait un mécanisme comme ça qui permettait de financer des initiatives locales et concrètes et visibles, c'est-à-dire c'est toujours l'idée de la transparence, on ne sait jamais vraiment à qui on donne l'argent, par où ça circule, est-ce que vraiment ça a un impact. Là, finalement, on peut le voir presque. Oui. Et donc, je ne sais pas, ça pourrait reconnecter aussi, là, les urbains, parce qu'on est de plus en plus urbains, au monde rural. Donc, je ne sais pas, je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi peut-être, on cherche beaucoup à séduire à travers ces instruments-là qui sont très, très complexes, à aller chercher des gros moutons, quoi. Finalement, peut-être que si on les déclinait dans quelque chose de plus compréhensible, plus simple, à destination d'un public qui est une masse critique quand même assez importante, est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas un impact plus fort et finalement peut-être plus durable ou pas? Parce qu'il y a aussi un effet de mode, c'est-à-dire que ces gros poissons-là, aujourd'hui, sont intéressés par des certificats, machin chouette, demain, c'est les crédits trucs. Et donc, alors que finalement, peut-être que des citoyens, de la même manière que des gens qui donnent depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans à une organisation, seraient plus fidélisés à travers ces mécanismes-là. Je ne sais pas, je Ouais, comme ça, mais... Écoute, quand Romain aura terminé, enfin, comment dire, aura mis en place effectivement en Rhône-Alpes ou en Est, effectivement, peut-être, tu as tout à fait raison, on peut tout à fait faire des financements qui s'adressent non seulement à des gros poissons, comme tu dis, des fonds de pension, à des banques, à des institutions financières, à des entreprises, mais également qui se proposent de faire un financement participatif, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir effectivement en gros des certificats d'une certaine valeur et des certificats plus petits, comme effectivement que les gens puissent acheter parce qu'ils savent que c'est une action qui va être menée sur leur territoire, sur le territoire où ils sont et avec un certain nombre de garanties, justement, précisément comme tu le dis. Donc il y a vraiment rien qui s'y oppose.
Simplement, c'est tout à fait complémentaire, je dirais, à. Bon, effectivement, la première conception, c'est de dire comment est-ce qu'on mobilise l'épargne privée, effectivement, qui est gigantesque. Enfin, n'oublions pas que l'argent des fonds de pension, c'est quand même l'argent des citoyens aussi. Parce que c'est du salaire différé, hein, effectivement, tu vas le récupérer. Donc voilà. Et puis, donc ça, c'est possible. Et puis, de toute façon, il y a aussi d'autres instruments qui existent déjà, qui peuvent être des fonds d'investissement à impact, où tu peux mettre ton argent aujourd'hui dans certains fonds d'investissement à impact, si tu veux, parce que on va te garantir peut-être un certain type de profil de risque ou autre, etc. Tu peux le faire, y compris, enfin, je veux dire, il y a pas mal de moyens, mais c'est vrai que. Oui, c'est vrai. Un accès du coup à l'information tout le monde n'a pas. Et puis une visibilité sur l'impact qui est moyenne, enfin, voire inexistante. Donc là, ce que je trouve intéressant, c'est la possibilité véritablement de. Mais en fait, il y a plein d'actions comme ça qui sont dans les certificats, mais qui se passent sur les territoires où les gens investissent, aident un maraîcher à acquérir une terre, ou à ceci, cela. Mais donc là, c'est un peu dans la même. Oui, c'est toute la question. Est-ce que les gens préféreront aller aider le maraîcher du coin ou est-ce qu'ils préféreront investir en achetant des certificats de nature qui financent le territoire en question, dont ils sont partie prenante? Il y aura toujours une question d'équilibre, effectivement. Certains seront plus rassurés par les certificats, par la certification externe, d'autres moins. Enfin, ça va dépendre des profils des gens. Robert. Comment fonctionne un fonds d'investissement impact? Un fonds d'investissement impact, c'est, c'est un fonds dans lequel, par exemple, une grande société, ça peut être Orange, ça peut être L'Oréal, confie de l'argent à un gestionnaire d'actifs, en l'occurrence, le plus connu en France, c'est Mirova. Il dit, voilà, par exemple, L'Oréal, c'est un fonds pour la régénération de la nature. Donc, il vise effectivement à financer de la conservation, de la restauration, mais pas de l'artificialisation, donc pas de plantation, a priori, monospécifique ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est le cahier des charges. Et en gros, c'est de l'argent qui est investi. C'est pas de la philanthropie, parce que cet argent, il est investi soit sous forme d'equity, c'est-à-dire de prise de participation dans le capital, soit sous forme de prêt, avec un taux d'intérêt. Et donc, dans le premier cas, la participation au capital rapporte des dividendes. Dans le second cas, après, ça rapporte des intérêts. Et il y a deux types de fonds à impact. Il y a ceux qui sont vraiment, qui cherchent effectivement à avoir un rendement financier. C'est-à-dire que cet argent qui est placé, c'est l'argent qui est investi dans des projets ou dans des entreprises, hein, social, environnemental, etc. Donc cet argent, il doit faire des petits. C'est-à-dire qu'on n'investit que dans des activités qui sont rentables, clairement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une rentabilité. Même si cette rentabilité, pour la conservation, par exemple, peut venir de la vente de crédit carbone ou de la vente de certificats de crédit biodiversité ou crédit nature. Le fonds L'Oréal, par exemple, Mirova, investit dans des projets de conservation. Quel est le modèle économique pour le retour, effectivement? C'est de dire, le projet dit, moi, je vais vendre des crédits carbone, ou je vais vendre des crédits ou des certificats de biodiversité. Et avec ça, je vais vous repayer, vous, L'Oréal, le fonds, donc l'investisseur, je vais vous payer vos intérêts annuels ou vos dividendes, et je vais effectivement, au bout de 5-10 ans, parce que c'est toujours 5-10 ans, vous aurez le capital qui vous sera retourné. Donc voilà, c'est ça un modèle de fonds à impact. Donc ça, c'est un type de fonds à impact qui veut des rendements comparables à ceux de rendements traditionnels. Et puis, il y a des fonds, ce qu'on appelle impact first, c'est-à-dire première, effectivement, on veut d'abord de l'impact, qui font des compromis, qui disent, bon, nous, ce qu'on veut, c'est surtout de l'impact, et on veut quand même un peu de retour sur investissement, puis on veut retrouver nos billes à la fin, notre capital, mais on est prêt à avoir des rendements, disons, par exemple, de 3-4%, au lieu de 10-12%, par exemple, hein, parce qu'il y a des fonds à impact qui dépensent 10-12%. Mais ces fonds-là, en général, ils investissent dans quoi? Dans l'éolien, dans le photovoltaïque, parce qu'on vend de l'électricité. Ça rapporte. Ils n'investissent pas dans la conservation en général. La conservation, c'est impact first. Donc là, éventuellement, le pari, c'est je vais soit faire une aire protégée, donc avoir des rentrées touristiques et donc des revenus, soit je vends des crédits carbone, soit des certificats nature, etc. Donc voilà, les certificats nature peuvent fonctionner aussi dans cette combinaison d'instruments. Mais il peut aussi fonctionner avec un point intermédiaire, c'est-à-dire l'acteur économique qui achète des crédits nature pour montrer qu'il fait des efforts peut être éligible à un fonds impact, c'est-à-dire
l'investisseur va dire, bah, moi, je crée un fonds à impact biodiversité où je sélectionne les entreprises où je vais acheter des actions ou des parts de capital parce qu'elles sont les mieux disantes, parce qu'elles font des efforts de biodiversité. Et donc, ça, c'est avec. Donc, c'est aussi une forme de chaîne où on retrouve les certificats de biodiversité. Et donc, ces fonds impact, comme l'a dit Alain, ceux qui ont le plus de potentiel transformateur, c'est ceux qui renoncent à une partie de la rentabilité financière pour mettre l'impact en avant. Voilà, pour mettre cet impact en avant. Et ça existe, il y a du potentiel, il y a des fortunes familiales qui, voilà, un héritier qui se dit, moi, je n'ai pas besoin d'avoir 10% de rentabilité, par contre, je voudrais que mon argent, il serve, et donc je suis prêt à investir dans les réseaux d'entreprises du territoire qui ont un projet transformateur, qui est un peu risqué, ils vont peut-être, pour certains, perdre quelques plumes. Je retrouverai mon capital au bout du compte avec un minimum de quelques pourcents voilà, que je veux, mais je renonce à aller sur des startups de l'IA où j'aurai 10 ou 15% de rentabilité. Donc mon argent, au lieu de le mettre là où c'est la rentabilité maximum, je le mets sur des projets en fait, des entreprises. Et s'il n'y a pas ça, à terme, à un moment, de manière importante, oui, simplement l'argent qui est mobilisé par les fonds à impact, si on regarde l'ensemble effectivement du capital qui est sous gestion dans des fonds de différents types, c'est une toute petite portion. Aujourd'hui, c'est pas par rapport aux fonds qui ne sont pas à impact, qui cherchent du rendement. 0,1%, 0, non, un peu plus quand même, non, c'est quelques pourcents. Je fasse le calcul, là, effectivement, c'est quelques pourcents. Mais bon, voilà, ils sont quand même plutôt en développement. C'est-à-dire qu'on voit que, bon, ils sont en développement parce que précisément, c'est pas de la philanthropie. Oui, mais ils sont en développement avec l'éolien, avec le solaire, mais avec vraiment ce qui est nature, ils seront. D'où la question de peuvent-ils se financer soit avec le taux, effectivement, si c'est purement de la conservation, c'est vrai qu'il y a moins de possibilités effectivement d'avoir de l'argent, mais bon, on peut contester les crédits carbone, mais c'est vrai que ça apporte des revenus. Ça permet, de ce point de vue, d'équilibrer le modèle économique. Et le pari, ce serait que les certificats nature, s'ils étaient vendus, permettent également justement de financer, c'est-à-dire que le projet vendrait des certificats nature un peu à tout le monde, disons, et ça permettrait de repayer, disons, le fonds qui a prêté l'argent ou qui a pris le capital, qui a investi le capital. Ça permettra de payer le Mirova, enfin Mirova qui agit pour le compte d'Orange ou pour le compte de la Caisse des dépôts ou d'autres choses. D'autres remarques ici. En ligne, il y avait cette question, mais qui remonte un petit peu à une diapositive antérieure, là, à propos des fonds fiduciaires. Est-ce qu'il y en a qui interviennent en Afrique? Ils financent bien des initiatives de conservation en Afrique centrale. Par exemple, Café. Alors, Café, ça concerne plutôt l'Afrique de l'Est. C'est le Central African Forest. Alors, je ne sais plus ce que c'est. Les sigles sont toujours assez mystérieux pour moi. Mais c'est un fonds fiduciaire qui finance toute une série d'aires protégées en Afrique de l'Est, dont des aires protégées en République démocratique du Congo, qui est en zone SADC, donc qui est considérée comme étant partie prenante de l'Afrique de l'Est. Et en Afrique de l'Ouest, ils financent. Je crois que le GRET est partie prenante un peu vous avez fait pas mal d'expertise là-dedans. Non, je parle de Café. Café, avec un café, c'est autre chose. C'est pas un fonds fiduciaire, c'est de l'aide publique au développement. Mais il y a un fonds notamment qui s'occupe en Afrique de l'Ouest autour de la Guinée sur toute une série d'aires marines protégées qui financent des choses sur les aires marines protégées. Et puis les fonds fiduciaires à Madagascar. La plupart des aires protégées sont financées par le système, comment on appelle ça, le SAPBM, c'est-à-dire le système des aires protégées de Madagascar, qui est un fonds fiduciaire
justement, qui investit, qui est exactement sur ce modèle. Donc oui, il y a plusieurs, j'en connais au moins 3 ou 4. J'en connais 4, il y en a sans doute plus, il y en a peut-être au moins une dizaine. Voilà. Donc ça finance effectivement, notamment des aires protégées. Mais c'est lié aux aires protégées. Ce que j'avais proposé moi au gouvernement français en 2022, quand il y avait cette discussion avant le One Forest Summit, c'était de dire, ils cherchaient des instruments. J'aurais dit, écoutez, les fonds fiduciaires, ça marche. Ça a résisté à la crise de 2008. Bon, il y en a quelques-uns qui ont mordu la poussière, mais enfin, parce qu'évidemment, les placements, c'est risqué, hein. Mais globalement, ça a quand même à peu près globalement fonctionné. Simplement, c'est très limité parce que les fonds de dotation ne sont pas très importants. Et si vous voulez vraiment avoir plus d'argent, pour passer de l'échelle de l'aire protégée à l'échelle des territoires, ça veut dire avec des concessions certifiées, avec des forêts communautaires, de l'agroforesterie, etc., des terroirs, etc. À ce moment-là, il y a une possibilité, c'est que vous, État français, et probablement coalition d'États, vous allez voir les Britanniques, les Allemands, les Hollandais, etc., vous apportez des garanties. Et vous apportez des garanties, vous dites au privé, si vous mettez de l'argent là-dedans, nous, on vous garantit 0 perte et un rendement minimal. Oui, non, mais c'est ça, comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Je suis désolé, mais dans tous les systèmes de montage aujourd'hui de financement international, la question des garanties est devenue centrale. Et l'Union européenne, d'ailleurs, pratiquement ne va plus faire d'aide, elle ne va faire que des garanties. Et cette question, elle est absolument déterminante. Donc, ça veut dire que les garanties sont apportées par le public, donc les pertes sont assurées par le public et les gains sont gardés par le privé. Alors, les garanties, il y a deux types il y a deux questions sur les garanties. Les garanties, elles marchent bien quand on n'a pas trop à s'en servir. C'est-à-dire, en général, une seconde. C'est-à-dire que quand les investisseurs privés sont averses au risque, c'est-à-dire quand ils surestiment le risque. À ce moment-là, les garanties, c'est très bien parce que ça rassure les gens. Ils mettent leur argent, il n'y a pas trop de défauts, donc les garanties ne jouent pas ou peu. Donc ça va. Donc globalement, là, c'est super, on a tout gagné. Si par contre le marché estime correctement le risque et à ce moment-là, et que les garanties sont obligées de jouer tout le temps, là, effectivement, ça ne marche plus très bien. Mais c'est bien la question, c'est effectivement, mais c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que de toute façon, il faut que le public, c'est aussi son rôle dans ce qu'on appelle la blended finance, c'est-à-dire la finance mixte. À quoi sert l'argent public? Il sert effectivement à rassurer les investisseurs privés et apporter une partie du risque. Alors évidemment, il ne faut pas il faut pas donner des garanties si on pense effectivement qu'il y a vraiment du risque et que donc on va perdre toutes nos garanties, etc. Donc mais par contre, il y a énormément de situations dans lesquelles le risque est mal estimé par les investisseurs et on peut effectivement avoir une meilleure perception du risque et considérer qu'il est limité et que donc ça vaut le coup de mettre des garanties, même si on fait jouer ces garanties qu'on perd un peu d'argent, comme ça. Bon, après tout, pourquoi pas. Si l'argent public met 100 et que ça permet d'attirer 10 000, ben on a gagné. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec 100 d'argent public? Ben on ne fait pas grand-chose. Si par contre 100 attire 10 000 ou 100 000, peut-être pas 100 000, mais au moins 10 000 ou 1000 effectivement d'argent total, c'est ce qu'on appelle un effet de levier. Et à ce moment-là, on débloque des financements. Demandez son avis à Rémi Rioux de l'AFD ou à d'autres, hein, et vous expliquer que toutes les agences aujourd'hui de développement public fonctionnent comme ça. Elles apportent des garanties, elles veulent des effets de levier avec des financements mixtes. Et qu'eux, ils ne peuvent rien faire sans attirer de l'argent privé. Et pour ça, il faut qu'ils acceptent effectivement de couvrir des risques. Voilà. On arrive au terme là, oui, de l'horaire prévu pour cette discussion. Sujet complexe, il y a des personnes qui ont décroché et qui ont exprimé leur désarroi devant la complexité de certains termes, la sono aussi. Mais bon, on est encore une dizaine en ligne. Mais ceci dit, on est quand même allé assez loin, il me semble, dans les enjeux attachés à ces développements, à ces expérimentations. Ça mériterait sans doute d'être tout de même approfondi. Je ne sais pas si on se donnera l'occasion d'une deuxième réunion pour aller plus loin. Moi, j'aurais aimé aussi avoir quelques retours un peu du terrain sur la construction de cette connaissance de ce que les pratiques et quelles pratiques peuvent amener comme résultat certains pour construire un outil où là, on cherche à aller rémunérer la mise en œuvre de choses très précises qui ont été balisées avant par la recherche. Ça, c'est une chose sur laquelle tu m'avais un peu briefé l'autre jour, Romain. Et ce qui est différent d'aller financer des initiatives ad hoc spécifiques à un territoire décidé et mises en œuvre
par des acteurs. Donc ça renvoie aussi à des modèles un peu différents de fonctionnement de tous ces outils-là. Mais cette question aussi de l'argent public, elle est sans doute très importante à creuser. On est vraiment là dans un mécanisme de récupération d'une certaine manière de moyens très importants qui ne sont plus dans la main de pouvoirs publics, sous un contrôle plus ou moins démocratique. Et ça pose des questions, et sans doute que ça ne serait fonctionnel que s'il y avait quelque part une maîtrise un peu démocratique des outils de certification, enfin de garantie de l'indépendance des personnes qui viennent vérifier la réalité des impacts obtenus, parce que on a connu des initiatives dans le privé type huile de palme responsable, etc., où le privé parvient quand même à avoir un effet de réputation en avançant des effets très relatifs et en gardant la main sur les certifications, les cahiers des charges, etc. Donc il y a danger, et comment s'assurer que ça soit bien maintenu, ce critère scientifique et d'indépendance. J'indique juste qu'on va avoir une deuxième réunion sur la question des forêts, et plus spécifiquement sur les projets RED+. Là, elle est maintenant programmée pour le 4 décembre, on ne l'a pas encore annoncé. Donc, il y a Jacques Poligny qui est en ligne actuellement, là, et puis un thésard de l'AgroParisTech, des types d'agriculture comparée, Antoine Aupois, qui vont faire des retours de terrain sur plusieurs projets RED+. On aura l'occasion de discuter aussi des problèmes qui sont posés par la mise en œuvre de ces projets-là, et derrière des financements, les modes de financement des actions. Je vous dis un grand merci pour celles et ceux qui sont restés en ligne, pour vous ici, et encore à Alain et Romain pour être venus jusque-là. On aimerait arriver à se réunir plus souvent dans Paris, mais on n'est pas parvenu cette fois-ci. Voilà, un grand merci à toutes et à tous, et puis à très bientôt. Merci. On revient dans un an pour présenter. Volontiers, très volontiers.